Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 12 décembre 2023 et c'est l'épisode 346 déjà. L'actualité de la tech se rapproche de la fin de l'année comme elle a commencé et nous sommes habitués désormais, vous le savez, à parler d'intelligence artificielle parce qu'il se passe des choses chaque semaine, parce que c'est intéressant évidemment et parce qu'en vrai ce serait assez irresponsable de ne pas vous en parler au fur et à mesure. Et cette semaine, l'actualité marquante, c'est le nouveau modèle d'intelligence artificielle de Google, Gemini. Vous en avez peut-être vu passer des infos. En tout cas, le modèle semble briller par ses capacités. Vraiment, la démo est remarquable. Tellement remarquable qu'il y a peut-être d'ailleurs matière à gratter. On va tout vous dire, on vous parlera aussi de plein d'autres sujets. En quoi l'intelligence artificielle va-t-elle nous sauver, Ça, vous savez qu'on aime traiter ce sujet assez régulièrement quand on a des billes, ou au contraire, contre laquelle elle sera impuissante. Comment la régulation s'organise en Europe, notamment avec un nouveau bouclier à la sauce Thierry Breton, comme on en est habitué maintenant. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, routier, un peu fatigué ce soir, mais hyper content de faire cet épisode. Et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Très bien, moi j'ai pas pris la route, j'en pantoufle, peinard. Ah, bah t'es bien. 4 heures de route, 2 heures aller, 2 heures de route, les bouchons, le veto, arrivé tard. Je n'ai vu le soleil qu'au travail. C'est génial, mais je suis vraiment super content qu'on puisse continuer à parler de tech. Et je voudrais d'ailleurs remercier, avant qu'on aborde les news, Lisandre Donoso, qui est la seule personne qui est allée sur patreon.com/techcafé et qui a accepté de nous soutenir depuis l'épisode de la semaine dernière. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de soutenir Tech Café sur Patreon, comme plus de 300 auditeurs engagés maintenant. Pour en savoir plus, il suffit d'aller sur patreon.com/techcafé. Et puis, si vous voulez faire comme eux, vous pouvez donc participer pour quelques euros par mois. Vous choisissez le montant que vous souhaitez, le plafond auquel vous ne voulez pas dépasser votre budget mensuel. Et en échange, vous profitez d'un flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. Évidemment, vous pouvez résilier quand vous le voulez. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison qui vous fera envisager un soutien pendant quelques temps au moins. C'est le fait que vous remplacerez peut-être des auditeurs qui ont accepté de nous soutenir durant un moment et qui n'en ont plus l'envie ou la possibilité. En fait, il y en a chaque semaine qui arrêtent leur soutien. Alors, si vous aussi, vous êtes convaincu de l'utilité de Tech Café au quotidien et du fait qu'il vous apporte une veille de qualité, avec un ton agréable à écouter et osons le dire parce qu'on nous le revendique, une forme d'humour, propice à combler vos temps morts du quotidien comme la vaisselle, le linge, le repassage, le sport ou les transports, retrouvez toutes les infos qui sont sur patreon.com/techcafé. Guillaume, on a épuisé les avis Apple Podcast, c'est fini. Donc déposez votre avis Apple Podcast si vous êtes quasiment sûr d'être cité dans un prochain épisode. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a aussi de nombreux avis sur Podcast Addict et c'est même plus facile de les récupérer, je dois dire. Donc, c'est agréable pour moi dans la préparation des épisodes. Et donc, je cite Maxime qui va vous confirmer la notion d'humour dont je vous parlais. Il dit « Je confirme que l'humour fait pour moi partie intégrante du plaisir d'écoute de Tech Café. Chaque trait d'esprit plus ou moins technophile est d'autant plus apprécié que soi-même, on n'a pas toujours l'occasion de plaisanter sur ces sujets-là avec ses proches sous peine de leur faire un four. J'avoue, c'est pas toujours facile de rigoler tech avec la famille ou avec les amis. Bon, faire un four, voilà justement une expression qui date d'un temps où les voitures n'étaient pas électriques, nous dit-il. Expression désuète. Le Wiktionnaire explique que c'est en référence à la noirceur du four, assimilée à l'absence de lumière d'une salle de spectacle, indiquant que la pièce a été annulée. Merci beaucoup, Maxime, pour ton avis très créatif. C'est le moment de vous parler du soutien de Tech Café, l'incontournable Notion IA. Et quand je dis incontournable, c'est aussi parce que je m'en sers au quotidien, entre autres pour organiser mes productions en podcast. Il y a par exemple un document Notion pour cet épisode avec des notes et des points de repère de ma veille personnelle, la liste des contributeurs du financement participatif à mettre en avant, les avis Apple Podcast. Désormais, c'est pour moi plus qu'un simple outil de prise de notes. J'y gère mes invités, les dates de publication des épisodes, des dates d'enregistrement, l'administratif. J'ai mis en place plusieurs vues, dont une qui s'actualise automatiquement avec des colonnes pour les différents statuts des épisodes, brouillon, montage à faire, diffusé, archivé. Et depuis quelques jours, Notion IA propose une nouvelle fonctionnalité appelée Q&A qui est vraiment convaincante, basée sur de l'intelligence artificielle. Imaginez en permanence, au bas de votre espace Notion, un petit bouton pour solliciter un assistant.
Vous pouvez le lancer en un clic et l'interroger sur votre contenu Notion en dialoguant avec lui. Et il vous répond comme un secrétaire qui vous connaît parfaitement. Alors, grâce à Q&A, je peux par exemple retrouver les dates de mes publications, les épisodes dans lesquels on a partagé une expression désuète, à quel moment un soutien Patreon a choisi de s'inscrire. Et évidemment, en plus de donner la réponse, l'outil Q&A vous indique les pages correspondantes dans votre espace Notion. Alors, testez vite Notion IA et ses fonctionnalités d'intelligence artificielle gratuitement sur notion.com/techcafé. Et en allant visiter ce lien et en prenant connaissance des services rendus par Notion, vous soutenez aussi, évidemment, Tech Café. Rendez-vous donc tout de suite sur notion.com/techcafé. Merci aux équipes de Notion IA de soutenir le podcast et de contribuer à faire de Tech Café un podcast qui dure dans le temps. Guillaume, je pense qu'on a fait le tour des quelques interactions qui étaient présentes et donc on a un peu plus de place pour cet épisode de cette semaine pour attaquer tout de suite dans les news de la semaine. Et donc sans autre forme de procès, on va parler de Gemini. Parce que, oui, je pense que vous ne l'avez peut-être pas manqué, vous l'avez au moins vu passer dans les titres des articles tech, si vous suivez un peu l'info à travers des articles des nouvelles technologies. Il y a donc Gemini qui a été annoncé. Et alors, je dois dire, Guillaume, moi j'ai vu la vidéo, c'est le premier truc que j'ai vu. Et j'ai vu la vidéo de démonstration que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. Bluffant, complètement incroyable de voir le comportement. Et tu te dis, waouh, c'est vraiment impressionnant. Et puis bon, il y a la réalité, hein, évidemment, et puis il fallait gratter un petit peu ce qu'il y avait derrière. Pour nuancer, alors c'est pas pour autant que le modèle est complètement bidon, bien loin de là, mais évidemment la vidéo est un peu sulfureuse. Guillaume, est-ce que tu as suivi cette annonce ? Évidemment, hein, qu'est-ce que tu voulais faire? C'était la grosse annonce de cette semaine, ça a été sans doute, voilà, cette annonce-là, et puisque Gemini, Gemini, Ah, tu comme le dis vous bien. voulez. Moi je dis Gemini. C'est... Je pense à Gemini Croquette. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, tout le monde dit Gemini, je vais arrêter les conneries. Donc, grosso modo, c'est la réponse voilà, de Google à OpenAI à propos de GPT-4. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Google, c'est encore, voilà, Gemini, c'est une affaire complexe, et c'est un succès mitigé finalement en termes de communication. Parce que Google s'est pris les pieds dans le tapis en beauté quand même, hein, et ça a fait couler beaucoup d'encre. Même si tout le monde utilise un clavier, hein, je comprends pas pourquoi j'utilise encore ça comme expression. D'ailleurs, ça se dit peut-être plus, c'est peut-être juste moi, mais enfin, Gemini. Je vous laisse creuser. Gemini, c'est une famille de modèles en fait, hein, en divisant en 3 segments. Donc il y a le format point mouche, donc c'est Gemini Nano, qui est minuscule, 3,5 milliards de paramètres au maximum. Il y a une version plus petite encore, hein, qui est destinée à vivre sur ton téléphone et à y être exécutée localement, hein, accélérée par les processeurs Tensor, bien entendu, de Google. Alors Gemini Nano, il pourrait par exemple compléter tes emails ou résumer des textes directement, hein, sans avoir à se connecter au cloud. Bon, perso, je trouve que 3 milliards de paramètres, c'est un petit peu juste, hein, pour lui laisser les rênes des emails que tu veux lui faire écrire des emails à ton patron, c'est peut-être un petit peu juste, mais bon, on verra l'usage. Après, il y a le format Pro Alter, c'est le Gemini Pro, qui est un équivalent de ChatGPT 3.5. Il est un peu mieux, même d'ailleurs, que GPT 3.5. Il est d'ailleurs d'ores et déjà intégré à Bard. Il est utilisable en ligne. Hein. C'est un petit peu la version gratuite, finalement, de Gemini. Donc, c'est un truc cloud. Hein. Bon, pour l'instant, c'est un modèle qui manipule que du texte. Hein. Ça évoluera sans doute. Et enfin, il y a le poids lourd, le Gemini Ultra. C'est le fer de la lance qui se destine, lui, à surclasser GPT-4. Et c'est bien sûr le plus intéressant des trois parce que il y a beaucoup à en dire et c'est aussi celui qu'on ne peut pas tester. Là, c'est celui dont la sortie était prévue finalement en fin d'année mais qui a été reporté en début d'année prochaine. Alors Gemini Ultra, il est intéressant parce que c'est un modèle qui est nativement multimodal. Alors GPT, évidemment, GPT-4 est devenu Vision, hein, donc il est devenu multimodal avec les images. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, c'est par-dessus GPT-4 classique, en fait. Hein. Et alors Gemini, lui, il est d'emblée entraîné sur plusieurs modalités de base, et d'ailleurs, c'est du texte, des images, de la vidéo et de l'audio. Et ça change pas mal de choses. Bon, déjà, ça facilite les transferts de connaissances, hein, c'est-à-dire le fait qu'un concept puisse être défini de manière complémentaire par plusieurs modalités. Donc l'apport de l'audio aussi permet de lui parler directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de reconnaissance vocale et de transcrire votre voix. En fait, c'est pas qu'il fait... C'est même mieux que ça, c'est même pas qu'il fait une transcription tout seul, c'est pas une transcription. C'est qu'il comprend directement la voix avec toutes les informations supplémentaires que ça suppose. Il écoute et il digère le son, quoi. Il n'a pas besoin de passer par une phase où il transforme le son en texte reconnu. Exactement, c'est exactement comme nous. Hein. Donc il comprend les émotions, le ton, les emphases que tu mets sur certains mots. Puis dans certaines langues, c'est super utile parce que le son, ça peut être vital. En chinois, par exemple, c'est les accents toniques oui. qui montent, qui descendent. Quelque chose. Voilà, tu vois bien le genre, quoi, hein, ces trucs cauchemardesques là, avec 8 accents différents qui montent, qui descendent, qui font des zigzags. Bon, voilà, et ça change complètement le sens d'un mot en plus, donc c'est terrible.
Et bon, pour être honnête, moi, je trouve que cette approche est séduisante, et résolument plus moderne et tournée vers l'avenir, Clairement. que celle des modèles qui sont purement textuels. Et c'est prévu d'ailleurs que Gemini évolue avec encore plus de modalités. Par exemple, des modalités qui seraient d'ordre robotique, avec la compréhension de signaux issus d'autres capteurs, alors par exemple des capteurs de mouvement, d'accélération, on peut penser à la profondeur aussi, pour la vision, etc. Sundar Pichai a donné une interview à l'occasion de la sortie de Gemini, et il pense que cet aspect nativement multimodal, c'est vraiment ce qui singularise ce modèle-là, cette famille de modèles, et que c'est non seulement le nouvel état de l'art en la matière aussi, de performance, d'ailleurs sur toutes les modalités, mais que c'est aussi un bon départ pour l'avenir des IA plus généralement et des robots. Et il est optimiste, Sundar, il est cool. Lui, il dit, bon, ok, c'est vrai, il y a des soucis à résoudre, il nie pas qu'il va y avoir des challenges en matière d'emploi, d'impacts sociaux, tout ça, mais il pense que ça apportera largement plus de bien que de mal, que il y a plein d'emplois qui seront créés, plein d'emplois difficiles qui seront automatisés, que finalement la qualité générale des emplois s'en trouvera améliorée. Bon, écoute, espérons. Alors Pichai, il insiste sur les performances de Gemini, qui passe selon lui un cap historique et qui dépasse la concurrence, et justement, c'est là qu'il y a des des petits commentaires à faire, comme tu disais, on va dire. Donc c'est effectivement, on peut parler des performances. Ouais, parce que c'est les performances et surtout, en gros, les scores qu'il obtient sur certains dispositifs de test qui permettent notamment, Guillaume, de le comparer à GPT-4, c'est ça? Oui, en plus de ce que tu as évoqué, effectivement, de cette histoire de vidéo, il y a, il faut... du coup, ça, on peut se poser la question, comment répondre à cette question qui brûle les lèvres à tout le monde, c'est est-ce que Gemini Ultra est vraiment meilleur que GPT-4 ? Qui a la plus grosse? C'est exactement ça. Mais de toute façon, c'est ça. Là, ils sont en pleine bataille de quéquettes, là, en ce moment. Et bon, si on en croit Google, évidemment, c'est lui qui est la plus grosse. Gemini est le nouveau champion du monde dans 30 sur 32 des plus gros tests pour IA qu'on utilise en général, et pour toutes les modalités, en fait. Pour tout ce qui est multimodalité, c'est-à-dire autre que le texte, d'ailleurs, c'est même un carton plein, je crois. Je crois que c'est lui le meilleur de toute façon. Donc, évidemment, c'est sous-entendu que GPT-4 est battu presque tout le temps, et en particulier sur un test qui s'appelle MMLU, et Google en est très fier, parce que son bébé bat non seulement GPT-4, mais aussi les humains. Il nous bat nous aussi. Alors, MMLU, c'est Multitask Language Understanding. Alors, en gros, c'est un énorme test Cosmo, c'est un questionnaire, comme vous voyez dans les magazines, avec plein de réponses possibles, ou pas de réponses du tout, parfois c'est des trucs ouverts, c'est un petit peu comme ça sur tous les tests. MMLU, c'est 15 908 questions divisées en 57 domaines. Bon, il y a tout, il y a histoire, maths, sciences sociales, tout ce que tu veux. Et on estime qu'un expert humain répond juste sur 89,8% des réponses. Donc même un humain répond pas tout juste, ce qui est c'est logique en réalité. Et donc en gros, il a, 9 fois sur 10. Or, Gemini Ultra, il aurait passé la barre des 90%. Pas de beaucoup, puisqu'en gros, il était à 90,0%, donc voilà, plutôt juste. Mais c'est mieux que GPT-4, qui était à 86,4%, et donc les humains qui plafonnent à, les pauvres machins en viande, qui plafonnent à 89,8%. Alors, il faut quand même émettre deux petites réserves là-dessus. Premièrement, c'est assez antinomique avec les dispositifs de test dont tu nous avais parlé, tu sais, avec notamment un document de recherche qui avait été porté par plein de chercheurs. Il y avait Yann Lequin aussi, je me rappelle, c'était un dispositif de test qui montrait pas du tout ce type de résultat quand même, si je dis pas de bêtises. Oui, mais c'est parce que ces tests sont plus simples quand même. C'est des tests où parfois c'est des réponses factuelles, parfois c'est des petits problèmes de mathématiques assez simples. C'est pas du tout des choses multimodales où on te demande d'analyser une photo, de reconnaître le pot de fleurs qui est derrière, et puis tu donnes, alors c'est quelle espèce de fleur, et puis alors tu prends la deuxième lettre du nom de la fleur, et puis après tu prends la troisième lettre de la couleur du slip du mec, et puis ça te fait un truc, et puis après tu vas... je veux dire, non, c'est pas parce qu'on était quasiment dans ce genre de truc-là, pour le test de... C'est vrai que ça ressemblait à ça, ouais. Là, non, c'est des trucs du style, donc le train, il part à telle heure de tel endroit, il va à telle vitesse, il fait deux arrêts, à quelle heure il arrive, ce genre de conneries. C'est un peu plus gérable, on va dire. Mais bon, c'est quand même des tests où, encore une fois, les humains répondent juste que 9 fois sur 10, donc il y a quand même un certain nombre de trucs. Donc c'est pas mal. Alors, les réserves qu'on peut émettre là-dessus, sur ces résultats de GPT-4, c'est que, premièrement, le questionnaire contient des erreurs. C'est-à-dire que le MMLU, là, c'est pas un questionnaire parfait du tout. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse claire, dans le sens où elles sont mal posées, ces questions. Il y en a qui utilisent des notations qui sont jamais expliquées, genre de quelle couleur est telle fleur. Et les réponses, c'est 1, 2 ou 3. Voilà. Donc tu vois, il y a des notations qui sont pas expliquées, ou des trucs, des contextes qui sont bizarres, ou des réponses Quelle est la différence entre un canard ?
Mais c'est quasiment ça, en fait. Il y a certaines questions, alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a certaines C'est questions vrai que c'est UBS. qui n'ont pas de réponse claire du tout, en fait. Et je ne sais pas exactement combien il y en a à jeter, mais ça peut être dans les 2%, quand même, de questions qui sont très, très bizarres. Donc ça montre que le MMLU n'est pas un questionnaire parfait et que donc une différence de 0,2% n'est pas significative en réalité. D'ailleurs, qui sait si un humain n'aurait pas plus de 90% si toutes les questions étaient valables. C'est pas évident non plus. C'est vrai. Avec GPT... Est-ce qu'il va répondre juste à un truc qui n'a pas de sens à part le hasard, je vois pas même. C'est ça. Alors avec GPT-4, Gemini a quand même un peu moins de 4 points d'avance, donc c'est plus crédible qu'effectivement ils soient un peu meilleurs. Mais là encore, il y a une objection, votre honneur. Gemini ne bat pas GPT-4 complètement à la loyale. Alors on donne à GPT-4 5 exemples. Donc en fait, on doit le laisse répondre, mais d'abord on lui donne 5 exemples du questionnaire et des réponses, du type de réponse auquel on veut aboutir. Donc en fait, c'est quelle technique de prompting on utilise pour faire répondre le modèle. Donc dans le cas de GPT-4, c'est assez simple, on lui donne 5 exemples et après on lui dit vas-y, toi, qu'est-ce que tu répondrais à la question en question, quoi. La question en question, c'est beau. Donc on découvre qu'en réalité, c'est pas du tout la même chose avec Gemini. Gemini, il a droit à beaucoup plus de réflexion. En fait, il utilise une technique de chaîne de pensée qu'ils appellent dans le rapport technique Code 32. Alors, Code, c'est COT, c'est Chain of Thoughts, c'est-à-dire la chaîne de pensée. C'est-à-dire qu'en gros, une chaîne de pensée, c'est juste qu'on l'encourage explicitement, le modèle, quand il écrit, à développer longuement un monologue intérieur avant de répondre. Donc voilà, il se pose, il réfléchit, alors si je fais ça, il se passe ça, si je fais ça, il se passe ça, si je fais ça, c'est une connerie, donc je vais faire ça, etc. Et donc il est insupportable, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, le 32, dans le code 32, ça veut dire qu'en fait, on génère 32 raisonnements possibles comme ça. Et qu'on sélectionne ensuite celui qui a la meilleure probabilité. Donc c'est quand même bien différent du truc où tu donnes 5 exemples et tu accordes une seule réponse, hein, comme un GPT-4. Alors que là, le truc, il réfléchit pendant 1 heure, il fait 32 plans et après il répond, quoi. Et quand on mesure les deux modèles avec cette méthode donc de code 32, parce qu'ils l'ont fait aussi avec GPT-4, on est à 87 pour GPT-4 et 90 pour Gemini. Bon, il y a des chiffres après la virgule, mais je mets volontairement parce que de toute façon ça n'a pas de sens, puisque le benchmark a lui-même des erreurs, quoi. Donc, en fait, si tu demandes à Gemini de répondre avec 5 exemples, comme GPT-4 au début, c'est GPT-4 qui gagne en fait, à 86 contre 84%. Merde, donc, ça fait pas les affaires de Google. Donc c'est pas pour bâcher du tout, hein. Il faut bien reconnaître que la supériorité de Gemini n'est pas si claire que ça sur ce test, et c'est une erreur de Google d'avoir insisté à ce point là-dessus. Parce que ça fait les gros titres, hein. Gemini meilleur que GPT-4 et meilleur que les experts humains. Mais si tu regardes en détail, c'est quand même à nuancer, quoi. Alors attention, Gemini a l'air très puissant, il bat GPT-4 dans plein d'autres tests par ailleurs, hein, et je pense qu'à l'usage, Gemini d'ailleurs, ses modalités seront au niveau, il n'y a pas de problème, je m'inquiète pas vraiment là-dessus. Mais c'est plus une question de communication. Je pense que les communicants ont fait du mal à Google, là, vraiment pas mal, à vouloir, à toute force donc, se comparer et insister sur des trucs qui sont finalement pas super pertinents, hein, pour désespérément revenir sur le devant de la scène, hein, parce que la scène de l'IA est trustée par OpenAI pour l'instant. Et la principale illustration de ça, c'est ce dont tu parlais, c'est le mini-scandale de la vidéo de démo. Donc, tu l'as vu, moi aussi je l'ai vu, comme tout le monde, hein, plus ou moins, je pense, j'y ai cru, voilà. J'étais bluffé, et en réalité, Google n'a fait qu'enjoliver la vérité, parce que c'est pas totalement un mensonge, en fait, mais c'est quand même trompeur. Alors, si vous l'avez pas vu, c'est une assez longue vidéo, en fait, hein, dans laquelle, supposément, un gars discute avec Gemini, en mode multimodal, donc il lui parle directement à de vive voix, et il lui montre des trucs, en temps réel. Donc il dessine des trucs sur un post-it, hein, un canard bleu, une guitare, et Gemini, en temps réel, il commente, il reconnaît ce qu'il fait, etc. À un moment, il faut un jeu de Bonto, et Gemini repère la boule, qui est d'ailleurs sous le bon gobelet, donc qui est meilleur que moi. Il faut un jeu avec une carte du monde, tu vois, où Gemini fait deviner un pays au gars, et après le gars montre le pays sur la carte, et Gemini dit, voilà, ah ben c'est bon ou c'est pas bon, etc. Donc ils s'éclatent tous les deux, voilà, ils ont l'air bien potes. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a un mec qui regarde au-dessus de l'épaule, la manière en plus dont c'est tourné laisse imaginer ça, et que vraiment il regarde ce qu'il est en train de faire, et puis que bon, il réagit quand il y a un truc qui change, quoi. Là tu te dis, waouh, c'est la science-fiction. Cet esprit d'initiative. Mais c'est la science-fiction, honnêtement. Le truc, c'est HAL 9000, ouais, sans déconner, c'est de la SF, vraiment. Mais le problème, c'est que cette vidéo est un montage. En fait, ça s'est pas passé comme ça du tout. On a montré des images fixes à Gemini, les images qu'on voit dans la vidéo pour le coup, hein, mais on a montré des images fixes au modèle, on a communiqué avec lui par du texte brut, donc rien n'est en direct, et la vidéo, finalement, c'est une évocation du futur, de ce que ça pourrait être, c'est destiné à inspirer les devs. En attendant, soit tu le dis, que c'est donc enjolivé, que c'est pas exactement la vérité, que c'est un montage, soit tu prends les gens pour des cons. Et ça, c'est pas bien.
Et le pire de tout, c'est que C'est contre-productif. même. c'est qu'un semi-mensonge. Parce que ce que fait Gemini dans la vidéo, il sait le faire pour de vrai, en fait. Parce que dans le rapport technique, quand il reconnaît un dessin de canard en plastique bleu, oui, il joue, il joue au jeu de la carte des pays, là, je sais pas quoi. Pas tout à fait sur certaines questions, si je dis pas de bêtises. Il y a notamment le tout à cas fait. des deux véhicules. Pas Il tout lui à fait. demande laquelle va la plus vite. Enfin, la question est biaisée un petit peu. Oui, C'est pas c'est un exactement la peu- même qui est posée. Enfin, il y a Effectivement, deux, trois questions. effectivement. comme ça. Mais disons que globalement, Globalement, c'est pas complètement pipoté. C'est-à-dire exact. qu'il y a Ouais. des vraies images qui ont été vraiment montrées au modèle, il a vraiment donné ses réponses. Oui. Mais il y a des choses qui sont effectivement trompeuses. Par exemple, à un moment, le mec dessine une guitare, il reconnaît une guitare, c'est cool. Et après, on a l'impression qu'il génère de la musique qui est en rapport avec la guitare et le palmier qui est derrière et tout ça, le contexte, machin. Bon. En fait, c'est pas vrai. Le modèle a effectivement reconnu une guitare, il a effectivement pondu le texte qu'on voit écrit, mais il n'a pas généré la musique. Il a juste cherché sur Internet une musique qui correspond. Tu vois. Donc c'est un peu différent. Et puis c'est pas explicitement dit. Bon, c'est vraiment idiot, hein, parce qu'en réalité, je m'attends à ce qu'effectivement Gemini soit au niveau de GPT-4, et en plus, j'aime bien le fait qu'il soit nativement multimodal, c'est super cool. Mais à force Ouais. de vouloir à toute force attirer les feux des projecteurs, hein, je me retrouve à en parler en mal, alors qu'en fait c'est Ouais. dommage, parce que voilà, T'es pas le seul. je suis forcé d'en parler en mal, alors que finalement il est peut-être super, quoi, tu vois. Donc voilà, je suis triste, voilà, et c'est la faute de Google. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a quand même deux grandes boîtes de la tech qui sont Google et Microsoft. Peut-être au sens large, les grandes boîtes de la tech sont comme ça, mais j'ai l'impression que c'est assez emblématique pour eux de faire des super produits qui sont pensés avec vraiment des aspects très convaincants et très modernes et de se rater alors sur des détails de communication, parce que là on est vraiment sur un sujet de communicants qui font que ça ternit un peu le travail qui a été fait avant, qui est pourtant très convaincant. Donc vous l'avez vu à la fois sur le benchmark qui est un petit peu sujet à caution dans les scores qui sont donnés et puis dans la vidéo, prenez un tout petit peu de recul. N'enlevons pas quand même les qualités assez impressionnantes de Gemini et je suis sûr qu'on en reparlera. Guillaume, on parle un petit peu de génération de code Mais oui. par intelligence artificielle. Oui, on reste avec Google et on reste même encore un petit peu avec Gemini aussi d'ailleurs, puisque c'est l'annonce d'AlphaCode 2. Là encore, il arrive avec un record de performance, un record historique, mais encore avec un gros bémol. Alors moins important ce coup-ci, parce que AlphaCode, c'est pas un produit fini, c'est vraiment un peu sujet de recherche. Donc tu peux pas dire, voilà, c'est mensonger. C'est juste une piste de recherche dont le but, comme le nom l'indique assez bien, c'est de pondre le meilleur modèle d'IA possible pour générer du code. Et AlphaCode 2 y arrive très bien, il arrive même mieux que 85% des programmeurs humains en C++, apparemment. Enfin, en tout cas, sur le test Code Forces, qui est récent et assez connu pour être très ardu. Donc vous pouvez aller voir dans l'exemple, hein, le post de blog de Google, il y a un paragraphe entier de description avec les input-output attendus de ce qu'il faut faire en code. C'est pas complètement évident non plus. Bon. Donc AlphaCode a résolu 45% des problèmes posés, c'est très bien, c'est presque 2 fois mieux que le premier AlphaCode. C'est AlphaCode 2, hein, donc c'est 2 fois mieux que le premier AlphaCode. Et ça le place dans le top des 25 percentiles des participants. Et on dit comme ça, ben oui, c'est le nouvel état de l'art, et c'est même super flippant pour tous les devs, parce qu'on passe vraiment au niveau de complexité, de profondeur, quoi, dans le truc qu'il faut produire. Sauf qu'en réalité, AlphaCode 2 s'est illustré autant par ses performances que par son extrême inefficacité. Parce que c'est pas juste, tu lui donnes la question à AlphaCode, il te sort le programme. Pas du tout. En fait, ça s'appelle AlphaCode. Le alpha de AlphaCode, ça veut dire qu'en réalité, il utilise une méthode qui est très particulière et qui rappelle un petit peu celle d'AlphaStar ou AlphaGo. De DeepMind aussi, hein, donc de chez Google. AlphaCode va utiliser une version donc déjà fine-tunée spécialement pour le code de Gemini Pro, et il va générer des millions de réponses possibles. Et ces réponses sont ensuite filtrées. Donc celles qui copient pas, celles qui donnent pas les résultats attendus, etc. Et puis elles sont regroupées en clusters de réponses semblables, et ensuite elles sont évaluées par une autre instance de Gemini Pro, qui a été fine-tunée pour évaluer le code, et la meilleure, c'est celle qui sera soumise. Donc AlphaCode 2, il a une grosse composante force brute, quand même. Hein, Ouais, c'est quand même impressionnant. C'est comme si je générais, enfin je caricature, mais c'est presque comme si je générais des trucs aléatoires jusqu'à ce qu'ils se disent « Ah, finalement, ça marche bien, je retiens ça ». Enfin, je caricature parce qu'on est très loin du aléatoire. Voilà, c'est très très loin d'être aléatoire parce qu'il faudrait vraiment beaucoup plus. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une composante brutale avec une énorme quantité de calculs pour aboutir à ces résultats, parce que générer, voilà, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils utilisent que Gemini Pro et pas Gemini Ultra, parce que sinon ça leur aurait coûté un œil. Donc ce truc est impossible à déployer en l'état. Avant de pouvoir en faire un produit, il faudra réduire le temps de calcul de plusieurs ordres de magnitude. Ah oui, parce qu'au-delà de la ressource qui est demandée, le temps de calcul est énorme, c'est ça ?
Ah bah oui, Enfin, oui, le temps oui. pour donner un Non, résultat mais est ah oui, j'avais pas je veux anticipé dire, ça. Oui, d'accord. OK. t'imagines Oui. s'il y Eh a, ben s'il oui, y a c'est des millions de logique. personnes à travers le monde qui, chacun génère des millions de trucs pour trouver la bonne Ça fonction. va en Non, faire des cartes graphiques, ça, ouais. c'est une catastrophe. Alors, c'est quand même intéressant conceptuellement, parce qu'il y a deux choses à voir. D'une part, le système actuel peut encore s'améliorer, parce que là, il n'est pas saturé en termes de performance du tout, hein. Ils ont utilisé Gemini Pro, et il est probable que Gemini Ultra donne de bien meilleurs résultats. Et après, d'après leur graphique, si j'utilisais encore plus d'exemples, mais il pourrait encore s'améliorer. Donc c'est pas saturé du tout, en fait. Donc OK. c'est une piste qui a quand même une pertinence, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est aussi un petit peu analogue à ce qu'on évoquait quand on parlait de QStar, et ce que ça pourrait être, ce fameux QStar. Et là Ouais. aussi, on évoquait un mix entre des modèles de langage qui génèrent plein de réponses possibles, et un modèle de langage qui les évalue, pour ensuite se réentraîner dessus avec une boucle comme ça. Bon, il y a peut-être une tendance qui se dessine là, donc AlphaCode, c'est une étape là-dedans. Bon, c'est pas du tout un truc qui va menacer les développeurs, parce que bon, pour l'instant, c'est complètement impossible à déployer en vrai. En matière de développement, dans la tech, il y a toujours quelque chose, de l'ordre de l'élégance, hein. C'est pas qu'une lubie, de développeur, mais c'est vrai qu'en général, on tend à dire que c'est important de faire les choses de manière élégante, de manière rationnelle et cetera quand on fait du développement. Là, ça y ressemble moins, quoi. Ça ressemble plus un peu à une espèce de technique de bourrin et j'imagine qu'il va falloir un petit peu de Ah ouais, temps avant de l'optimiser et de le rendre AlphaCode 2, réaliste et c'est ça, pragmatique, il est mais très bon. fort, mais c'est un gros bourrinos, c'est exactement ça. Quel bourrin. Bon, mais c'est un document enfin, c'est un support de recherche, donc on attend de voir comment ça évolue. Forcément, quand on parle d'OpenAI, de GPT-4, on parle de son implication, de son utilisation dans ChatGPT. Là, forcément, côté Gemini, on peut réfléchir à son utilisation. Et l'utilisation la plus évidente, c'est Bard, qui est l'interface de type chatbot boosté à l'IA de Google. Et on peut se prêter au petit jeu, Guillaume, de prolonger les benchmarks qui ont été Oui, faits bien sûr. de Bard contre ChatGPT. Alors Logique. nous, pas vraiment, parce qu'il n'est pas utilisable en Europe sans un VPN pour le moment, hein, mais Mm. bon, éventuellement. D'autres Donc s'y sont prêtés pour nous. c'est ça, pour l'instant, c'est Ars Technica qui l'a comparé avec Merci les gars. ChatGPT, tout simplement. Merci les gars. Bisous à vous. Je vais pas vous faire le détail, mais bon, pour résumer, Bard est nettement meilleur qu'avant. Il est beaucoup plus malin, il est meilleur dans des raisonnements mathématiques et dans sa fiabilité générale, en fait, hein, quand tu lui poses des questions, dans sa créativité aussi. C'est presque rassurant. Oui, on peut vraiment dire qu'il est vraiment pas loin, si ce n'est même un petit peu supérieur à GPT 3.5. Bon, en tout cas, il est meilleur parfois, moins bon d'autres fois, mais bon, voilà, ça devient vraiment une alternative crédible. On sent quand même qu'il y a un net gap, quoi. Et c'est bien d'avoir une alternative qui soit pas Grok, tu vois, par exemple, à OpenAI, parce que j'ai vu passer des trucs sur Grok et sur X, donc parlons-en 2 minutes. Parce que Grok, comment dire, il est à l'image de son papa, j'ai l'impression, hein. C'est normal que le bébé ressemble à son papa, hein, ça c'est normal, c'est naturel, mais parfois c'est dommage quand même. Le chatbot de XAI, désormais déployé dans l'app de X, hein, il possède 2 modes, comme son papa aussi peut-être. Il a un mode déconneur et un mode classique. Donc le mode déconneur, c'est une catastrophe en ce qui concerne la factualité, mais le souci, c'est que c'est le mode par défaut. Donc le grog déconne, il est censé être plus marrant, avoir une personnalité et tout ça, mais le souci, c'est qu'il est beaucoup moins fiable sur les infos qu'il récupère sur X, et quand on lui demande de résumer par exemple le conflit Israël-Palestine actuel, depuis le 7 octobre, il affirme que les deux parties ont conclu un cessez-le-feu. Sauf que non, hein, il me semble pas, justement, et que les US ont proposé un plan de paix, ce qui n'est pas le cas non plus. Il dit aussi que les Israéliens ont annoncé la construction d'une nouvelle barrière de sécurité autour de Gaza, et ça, Ouh là j'étais là. pas au courant non plus. Et en fait, c'est des trucs qui sont des hallucinations basées sur des actus antérieures. C'est-à-dire qu'ils mélangent des vieilles news, en réalité, des trucs qui datent de 2020 ou d'avant. Des actus plus anciennes, ils mélangent tout. Bon, pire encore, pour moi, j'ai l'impression, Grok a une attitude absolument inadmissible en ce qui concerne les théories du complot et les faits en général. Parce qu'il va avoir tendance à toujours adopter une attitude médiane et relativiste, qui consiste à dire « on ne sait pas, chacun peut croire à ce qu'il veut ». Et ça, non. Parce que C'est un terrain parfait pour propager de la désinformation. non, mais ça. il applique ça à des théories farfelues débunkées 10 fois, comme au Pizzagate, encore une fois. La Terre est plate. Ouais, Bon, on peut pas dire que c'est c'est à totalement chacun de voir, c'est à faux. chacun de voir. Oui. Là, pour le Pizzagate, il dit non, mais certains disent que c'est de la merde, d'autres y croient, mais la vérité se situe sûrement au milieu. Non, mais quoi? Déjà, ça veut rien dire. Hein. C'est au milieu de quoi? C'est vrai ou c'est faux, hein, c'est pas entre les deux. Et puis, on n'est pas en train de parler d'opinion, là. On est en train de parler de Ouais. faits. On ne parle pas de l'existence de Dieu ou d'un truc métaphysique. On parle du fait qu'il y a eu, ou pas, un donjon pédophile dans une pizzeria. Avec Hillary Clinton comme cliente. Et ça, c'est pas une opinion à avoir. C'est vrai ou c'est faux. Et en l'occurrence, c'est faux. Point. Et Et tu d'ailleurs... penses que l'existence de Dieu est un peu entre les deux? Ah oui, alors ça, par contre, éventuellement, c'est un peu entre les deux. ça, je sais pas. Bien joué. Probable.
Mais bon, c'est marrant. Ce qui est marrant, c'est que Grok, en mode sérieux, et ChatGPT aussi d'ailleurs, dit que le Pizzagate, non, c'est une théorie du complot qui a été démentie plusieurs fois. Donc c'est Grok déconne qui dit que oui, non mais tu crois ce que tu veux, pourquoi pas, c'est fun, je sais pas, n'importe quoi. Bon, le problème, c'est que Grok déconne, c'est celui qui est par défaut, et donc c'est celui qui va être utilisé par les gens en large majorité. Bon, c'est pas un hasard, hein, tout ça, hein, parce que je sais pas si tu as vu, mais Alex Jones vient de revenir sur X. Il a même eu droit à une interview en chat avec Musk. Alex Jones, c'est quand même un personnage. Hein. Ce mec est un spécialiste des polémiques autour des théories du complot variées. Il a été viré pour avoir nié le massacre de Sandy, ou il a été viré de X d'ailleurs, mais de tous les autres réseaux d'ailleurs. Et puis bon, pour ça et plein d'autres choses. Et Elon, sous caution de la volonté populaire, hein, comme d'habitude, vient de le faire revenir. Et donc il y avait eu un chat, entre tout. Elon est venu avec un chat, avec ce mec, et plein d'autres célébrités ont rejoint le chat. Hein. Le chat, comme Vivek Ramaswamy, par exemple, qui est candidat aux primaires républicaines, qui est ultra-conservateur et ouvertement climato-sceptique. Et Andrew Tate. Andrew Tate, vous avez peut-être entendu parler, c'est un je crois que c'est un ex-champion de boxe ou de MMA, un truc comme ça, qui est ouvertement masculiniste et misogyne, et qui est sous le coup d'une procédure pour viol et trafic d'êtres humains. Donc c'est vraiment la crème, je veux dire. Hein. Il a été viré de partout, lui aussi, hein, pour de bonnes raisons. Sauf de X. Manifestement, ça pose une ambiance quand même, hein, on sait où on est là. Donc, qu'est-ce que Musk, je veux dire, tu te retrouves pas dans un chat, dans un Zoom, dans un chat sur X avec Alex Jones et Andrew Tate par hasard. Je veux dire, ça fait pas, moi ça m'arrive pas, tu vois. Bon, mais Musk... Elon Musk aussi. Alors Musk, a-t-il encore quelque chose à perdre de toute façon, hein, les annonceurs vont parvenir. Oh, je pense qu'il a tout à gagner avec 1,7 million d'abonnés qui sont fédérés et qui sont très actifs avec le compte d'Alex Jones. Je pense qu'il a tout à gagner, effectivement. Pour lui, c'est clair que sur une plateforme où Alex Jones revient sous couvert de liberté d'expression, bah, du coup, c'est normal que le grok modéré, le grok bien pensant et censuré, hein, soit pas l'option par défaut. Ben non, l'option par défaut, c'est l'option n'importe qui peut penser n'importe quelle connerie. Il n'y a plus de faits, il n'y a que des opinions. C'est clair que ça colle parfaitement avec le pourrissement général de Twitter, hein, de feu Twitter. Quel enfer, cette plateforme, quand tu y penses, qui commence à être en plus boudée, on va pas se mentir, de la part de beaucoup de monde. Ça, c'était la parenthèse, non? Il y avait d'autres choses que tu voulais compléter avant qu'on enchaîne sur les usages, les conséquences? Je me rappelle plus, Guillaume, parce que c'était une belle parenthèse grotesque. Non, bah c'est oui, bon. Je te dis, alors, je me suis perdu, effectivement, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, oui, il y a des... Et oui, alors, application concrète de l'IA, tiens, c'est vrai, un truc... oui. Alors, de quoi va-t-il nous sauver ce modèle, ces nouveaux modèles intelligence artificielle? Du spam. Et ça, c'est génial, parce que je reçois beaucoup trop des messages qui me disent que j'ai gagné, que j'ai trop de la chance, que je dois profiter. En vrai, t'en reçois vraiment beaucoup? Alors, ça dépend sur quelle boîte, en fait. Il y a des boîtes sur lesquelles je reçois encore des messages où il faut que je profite immédiatement de ma réduction sur je sais quelle connerie en plastique. Mais bon, voilà, des spams, c'est vrai que les spams que je reçois, c'est tout ou rien, quoi. Soit j'en reçois pas, soit je reçois des trucs d'un niveau pitoyable. Okay. Alors, c'est des trucs qui passent occasionnellement entre les mailles du filet, parce que souvent, ils sont écrits en homoglyphe. Et alors, un homoglyphe, c'est quoi? C'est un caractère qui ressemble à un autre caractère du point de vue visuel, mais qui n'est pas du tout le même, en fait, et qui n'a pas du tout le même code Unicode. Donc pour vous, c'est un mot normal, le mot chance qui est marqué dans votre truc, hein, il est un peu bizarre parfois, il est un petit peu en gras, ce genre de truc, mais bon, c'est chance, hein, vous le lisez très bien. Pour la machine, par contre, c'est une suite de codes qui ne fait pas du tout le mot chance. Et pour faire ça, c'est simple, il y a plein de trucs, hein, parce qu'en fait, il y a plein de trucs en réalité qui ressemblent à un C, dans les symboles mathématiques, scientifiques, dans d'autres alphabets, etc., d'autres langues, etc. Et bon, Google contre-attaque avec une IA de spam. Alors une IA qui est pour détecter le spam, qui a été entraîné à reconnaître les mots, même en homoglyphe, et qui s'appelle RedVec, pour Resilient and Efficient Text Vectorizer. Et il est tout petit, et ça c'est très bien parce que ça veut dire qu'il pourrait parfaitement être intégré à un téléphone, tourner en local, où vous voulez. Et donc l'IA va nous sauver de ce qu'il reste de spam, une application concrète, et dont on voit l'intérêt tout de suite, parce que, comment dire, c'est pas forcément toujours évident non plus, avec les news qu'on voit passer, de cette super hype de l'IA, on en parle tout le temps, mais bon. Et il y a tout le monde veut en mettre partout, et parfois c'est pas très très clair. Par exemple, McDo veut utiliser de l'IA générative. Oui. Et pourquoi faire? On sait pas frites trop. Mieux cuites, plus chaudes. Mais je sais tu sais que c'est vraiment c'est quasiment ce qu'ils disent. Oui. Hein, et là tu te dis, en quoi l'IA générative ça va donner des meilleures frites? Je sais pas trop. Mais bon, espérons que ça se s'ils y arrivent, c'est génial, parce que c'est important, les frites bien cuites et bien chaudes sur ton plateau, non? Fondamental, bien entendu. Mais bon, au moins, espérons que ce soit pas
juste une arnaque complète, parce qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser les IA pour prendre les commandes au drive-in, au drive-thru, comme ils disent. Et en fait, il y a même des boîtes dont c'est la spécialité. Il y en a une qui s'appelle Presto, qui disait, voilà, nous, on vous vend des services d'automatisation pour les drive-thru, donc les commandes en voiture dans les fast-food, comme ça. La promesse était que l'IA allait prendre les commandes et les envoyer tout ça aux cuisiniers robots, Wow. si vous voulez. Et voilà, et encore quelques postes de moins, des économies à faire, et c'est super. Mais en fait, non, on a découvert que 70% au moins des commandes traitées par Presto l'étaient par une armée de Philippins. Et ouais, donc c'est pas l'automatisation, c'est juste de la bonne vieille délocalisation. Et c'est sûr, c'est un mot qui est beaucoup moins à la mode, délocalisation, que intelligence artificielle. Bon, cela dit, l'impact sur l'emploi, il est réel chez Klarna. Alors Klarna, bon, j'avais entendu parler, mais c'est vrai que je connais pas très très bien. Klarna, en fait, c'est une grosse boîte européenne, suédoise, et qui fait dans la facilité de paiement. Donc voilà, genre acheter plein de trucs et payer plus tard. Payer plus tard, plus cher. Mais plus Ou tard. payer un gros truc et tu vas pas faire un crédit conso et tu fais un paiement en plusieurs fois. Quoi. Exactement. Mais bon, tu payes quand même plus cher. Mais bon, tu payes plus tard, effectivement. Et ben Klarna vient de geler ses embauches. Alors plus personne ne sera embauché parce que Klarna est en train de voir comment utiliser l'IA au max. D'après son CEO, il est idiot de faire comme si l'IA n'existait pas. Hein. Donc voilà, elle va permettre de faire plein de trucs plus vite. Et on aura besoin de moins de gens. Et donc il ne parle pas directement de licenciement, mais de réduction naturelle de la compagnie qui ne remplacera pas les gens qui s'en vont, tout simplement. Donc Klarna a déjà commencé à utiliser un chatbot pour gérer ou pré-gérer en tout cas les litiges entre vendeurs et acheteurs. Donc apparemment, les messages que reçoivent l'un et l'autre sont déjà en partie générés, et ça leur aurait déjà économisé 60 000 heures de travail sur l'année. Et en plus, les clients seraient plus satisfaits, ce qui en dit long sur les gens qui rédigeaient les trucs avant. Bon, seul emploi qui est toujours à pourvoir chez Klarna, c'est les ingénieurs, hein, parce qu'il faut bien des gens pour adapter, mettre au point et déployer les outils IA pour la boîte. Mais mis à part ça, c'est vrai que, bon, on va voir. Ouais, Klarna, hein, juste pour clarifier, tu as quand même le système de paiement en 3 fois sans frais ou paiement dans 30 jours, là aussi sans frais. Et évidemment, tu n'as pas besoin d'avoir un compte puisque c'est un service qui s'interface. Après, j'imagine effectivement qu'il y a des dispositifs payants, mais je les connais pas en détail. J'espère pour eux, parce que... Il faut bien qu'ils gagnent de l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais cela dit, je ne connais pas le modèle économique. Ce serait intéressant de creuser le sujet. Si vous avez des billes, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Guillaume, merci. On a parlé de plein de manières différentes, mais de Gemini qui a été annoncé par Google. Nul doute qu'on continuera à en parler et à le citer. Vous aurez appris ce que c'était dans cet épisode de Tech Café. On continue, Guillaume, avec une toute autre rubrique et on continue à parler quand même d'intelligence artificielle, mais on a l'impression qu'on commence à dessiner un univers un peu de science-fiction quelque part. On va voir, mais c'est plusieurs grosses boîtes qui commencent à s'allier pour promouvoir une vision ouverte de l'intelligence artificielle. Guillaume, est-ce que la guerre qu'on a vue être déclarée dans le monde du mobile avec les systèmes d'exploitation d'un côté ouvert et de l'autre côté fermé, et évidemment on pourrait retranscrire cette histoire dans plein de sujets de la tech, va à nouveau se reproduire dans le monde de l'intelligence artificielle? Ben oui, on peut le prendre comme on veut, hein, mais l'IA, c'est quand même encore une sorte de grosse boîte. Les plus gros modèles sont chez Microsoft, voilà, Google, Amazon, quoi, hein, ou OpenAI, qui pèsent déjà d'ailleurs des dizaines de milliards. Donc même les modèles open source les plus populaires viennent de Meta ou Nvidia. Et si on prend en compte le matos nécessaire pour entraîner tout ça, ben on a besoin d'hyperscalers comme Azure ou AWS. Donc il faut des gros moyens, et donc les grosses boîtes sont les mieux placées pour développer ça. Mais face à cet empire, une alliance est en train de se former. C'est la AI Alliance, pour des IA open source, et c'est une coalition de plus de 50 organisations. On y retrouve des poids lourds comme AMD, Intel, IBM et Meta, et même Sony d'ailleurs, mais il y a aussi des startups comme Stability AI, et puis des institutions de recherche comme le CERN, la NASA, ou des universités comme Yale, Zurich, ou le TH Zurich ou UC Berkeley. Donc c'est une alliance qui est mondiale, hein, qui totalise 80 milliards de budget R&D à elle toute. Il n'y a personne en France pour le moment, mais je suppose que la liste pourra s'allonger, et puis on voit très bien par exemple Mistral AI ou Qtai, hein, qui pourraient être des candidats assez naturels pour commencer en France. Mais voilà. On note bien sûr de grands absents dans cette liste, hein, puisqu'il n'y a pas OpenAI, ni Microsoft, ni Nvidia. Bon, on verra bien ce que ça donnera sur la durée, mais c'est rassurant de voir que des alternatives aux poids lourds s'organisent. Tant mieux, avec un accord historique forcément sur l'intelligence artificielle en Europe. On sent que Thierry Breton, il est chaud. Alors attention, là j'ai peur peut-être que par rapport aux autres dispositifs législatifs qui ont été portés par l'Union européenne et incarnés par Thierry Breton, on soit sur quelque chose d'un peut-être un petit peu plus compliqué, un peu plus discutable. Tu vas nous dire, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment, hein, mais bon, ça y est, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le historique. AI Act,
Normalement, il nous dit c'est C'est historique. vrai, c'est historique, hein, puisque ça a été approuvé. En tout cas, le AI Act a été approuvé par les parlementaires de la Commission européenne. Après 37 heures de négociation, donc on sera les premiers à avoir une réglementation spécifique pour l'intelligence artificielle. Donc les débats sont clos, mais la loi en elle-même n'entrera en vigueur qu'en 2025, au mieux. Donc elle comprend des volets sur la surveillance invasive, qui sera interdite, sauf cas exceptionnel. Terrorisme, crimes graves, recherche de victimes. Bon, il y a 16 qualificatifs, ce qui finalement pas c'est peut-être le truc moins exceptionnel. Donc les systèmes de type biométrique devraient être quand même bien encadrés. À l'origine, ils devaient être quasi totalement interdits, mais la France, bizarrement, s'est vivement opposée. De même, la police prédictive sera encadrée, mais pas strictement interdite, ce qui est sans doute une erreur, mais bon. D'ailleurs, absolument rien n'est dit concernant les systèmes militaires. Donc les AI Act ne semble pas s'appliquer du tout à ce qui concerne la défense. Donc les drones autonomes, les chiens robots avec des mitrailleuses, tout ça, ça roule, hein, et donc il n'y a aucun obstacle au Metal Gears, et pas ça tranquille. Et en ce qui concerne les modèles fondationnels, on est parti sur un encadrement selon la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement du modèle, en flop. Alors, c'est une approche qui est, à mon sens, un peu fragile, parce que c'est pas très future-proof tout ça. Hein. Dans un sens, elle donne pas mal de marge aux petites entreprises, parce que ceux qui font des petits modèles, ils seront pas inquiétés du tout, puis ils sont sous le seuil, d'accord. Parce que pour l'instant, grosso modo, il y aurait que OpenAI qui serait inquiété par ce genre de truc, quoi. Mais bon, de notre côté, fixer comme ça un budget calcul, c'est vraiment étrange, vu comment évolue le secteur de la tech en général. Faut se souvenir quand même qu'en 97, un teraflop, c'était un super ordinateur. Le RAID de 97, c'était un teraflop, c'était le meilleur ordinateur du monde. Aujourd'hui, un teraflop, c'est une console de salon rétro, puisque la PlayStation 5 aligne 10 teraflops. Hein. Alors bon, il y a des histoires de précision, tout ça, mais bon, sans entrer dans les détails pour simplifier, c'est quand même un petit peu ça, quoi. Et donc, on verra le détail plus tard, de toute façon, de ce projet IA, de ce projet de loi sur IA. Évidemment, les textes ont été très discutés, ils ont été souvent amendés, on a cherché comme toujours un consensus, un équilibre entre risque, sécurité, liberté, business, etc. Donc, trop régulé, trop peu régulé, évidemment, on a les deux, hein, il y a des gens qui disent que c'est trop haut, des gens qui disent que c'est trop peu, évidemment. Mais bon, donc trop ou trop peu, en tout cas, c'est régulé. Voilà, c'est la seule chose qui est certaine, c'est qu'il y a un texte, donc on verra les détails plus tard, on en reparlera au fur et à mesure, hein, forcément, j'imagine. Ce que je retiens quand même, c'est que c'est la première fois qu'on a un sujet d'ampleur, probablement sur les impacts de la tech sur la société, qui fait l'objet d'un dispositif législatif aussi vite dans l'Union européenne. Le RGPD, ça a mis vachement de temps, le DSA, le DM a vachement de temps. Après, c'est des sujets très différents, hein, mais... Non, mais c'est justement ça, c'est-à-dire que les pouvoirs publics se sont dit, bon, on va essayer de... on a raté 4 ou 5 trains, là, avec les réseaux sociaux, le mobile, tout ce truc-là. Mais c'est bien. Là, on va essayer de rater qu'un seul train, quoi, et puis voir moins, et puis on va essayer d'être un peu plus réactif, quoi. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Tant mieux. On va parler un petit peu, Guillaume, tu vas nous faire peur de surveillance et d'espionnage. Alors, c'est quoi? C'est le scénario du prochain film James Bond dont tu voudrais nous parler, c'est ça? Non, c'est la vie. Oui. oui. Je profite de cette actu sur la régulation des IA aussi, où il y a quand même un volet surveillance et tout, et justement pour glisser, pour embrayer un petit peu sur ce sujet-là, le sujet de la surveillance. Et pourquoi c'est quand même intéressant de la réguler, pourquoi on s'emmerde autant? Parce que bon, d'une part, par exemple, on a appris qu'Apple fournissait au gouvernement de tous les pays, enfin tous les pays qui demandent, hein, des informations sur les notifications push qui sont reçues sur les iPhones. Donc si les notifs sont chiffrés, les gens ont juste les métadonnées, les gens qui demandent ont juste les métadonnées, sinon c'est le contenu qui va avec, il n'y a pas de problème, et c'est très utile tout ça. Parce qu'évidemment, tu peux espionner directement plein de trucs, et tu peux même, rien qu'avec les métadonnées, tu peux confirmer qu'un identifiant anonyme appartient bien à une personne donnée que tu suspectes, ce genre de choses. Donc Apple ne peut pas donner de détails, c'est parce que le gouvernement fédéral le lui interdit. Et Google est sollicité pareil pour récupérer les notifs qui passent par leur serveur. Donc c'est un canal parmi une multitude d'autres par lesquels on est surveillé en permanence. Par des gouvernements, par des boîtes, parce que le plus souvent, évidemment, l'immense majorité du temps, c'est pour des raisons purement commerciales. Et bon, cette abondance de données, c'est pas forcément d'ailleurs pratique, parce qu'il y en a tellement qu'il faut encore pouvoir en faire quelque chose de ces données. Et c'est un peu la différence entre surveillance et espionnage. Parce qu'un espion, il fait pas que surveiller, en fait. Il extrait des informations précises et pertinentes qu'il interprète dans la masse de données de surveillance pour créer une narration, pour créer quelque chose d'exploitable. Et il y a un éditorial très intéressant de Slate par Bruce Scheiner, qui est expert en sécurité, en informatique et en cryptographie. On lui doit d'ailleurs un certain nombre d'algorithmes cryptographiques qui sont utilisés largement.
Et il attire l'attention sur le fait que si jusqu'ici on entend parler de surveillance de masse grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait bientôt passer à de l'espionnage de masse. Parce que ce travail d'interprétation, de filtrage et de recoupement, il pourrait être totalement automatisé par les nouveaux algos. Mettre une caméra dans un espace public, bon, c'est une chose. Alors déjà, ça se discute, hein, mais bon. Bon, maintenant il y en a partout, mais bon, voilà, c'est une chose. Mais il faut encore quelqu'un pour faire quelque chose de tous ces flux vidéo. Avoir une caméra pilotée par un système, que ce système repère les humains, reconnaît leur visage, reconnaît leurs émotions, interprète et reconnaît leur comportement, reconnaît leur identité, reconnaît quand ils rentrent dans une voiture, lit la plaque de cette voiture, et puis ensuite suit la voiture en passant d'une caméra à une autre, ça c'est bien autre chose. Et ça c'est déjà possible, et c'est même déjà implémenté dans certaines petites villes américaines. Je l'avais parlé il n'y a pas très longtemps, il me semble. À partir du moment où un système peut comprendre le contenu des données qu'il capte, on passe complètement dans un autre contexte. Et c'est pareil pour les micros des enceintes connectées. Jusqu'à présent, votre Alexa, là, jusqu'à présent, elle ne fait pas grand-chose. Elle écoute tout le temps, ça c'est vrai, mais bon, elle écoute tout le temps pour capter des mots-clés et c'est tout. Parce que, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'elle foute de tout le flux audio tout le temps? C'est pas très rentable, elle ne peut pas les traiter sur place, il faudra tout envoyer dans le cloud, c'est trop gros, on ne sait pas quoi en foutre. Sauf que, s'il y a une véritable IA intelligente intégrée, qui pourrait le faire, a priori, à un moment donné dans le futur, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver finalement? Tout est fait en local, le truc écoute et comprend. Et si votre enceinte pouvait entendre et comprendre, elle pourrait suivre en temps réel tout le contexte de votre vie. Et ce dont vous avez besoin à tout instant, et bien sûr, elle vous proposerait le meilleur service possible au meilleur moment, bien entendu. Mais on est vraiment dans autre chose. On n'a plus juste un truc qui entend, on a un truc qui écoute. Et les IA peuvent donner du sens à toute cette énorme somme de données absolument partout où on peut en récolter, c'est-à-dire partout, même au sein du PC. Windows 11, il va avoir un copilote. Pour l'instant, c'est un truc cloud, tout ça, bon. Mais si demain, tous les éléments de télémétrie et d'usage pouvaient être analysés, filtrés et interprétés par une IA, cette IA pourrait vous faciliter la vie, mais elle pourrait aussi absolument tout savoir sur vous, totalement. Elle n'aurait pas juste accumulé une énorme masse de données, elle aurait aussi le sens de toutes ces données. Donc jusqu'à présent, on pouvait pas encore déployer assez d'espions en fait pour traiter le volume de toutes les données qui est récolté, mais ça pourrait changer très vite parce que ces petits espions, ça pourrait être des nouveaux algos. Est-ce que, tu sais, on avait régulièrement parlé de cette théorie qui visait à dire que en gros, que Facebook écoutait en permanence les utilisateurs et qu'on était reciblé. Tu sais, il y avait le mot-clé, j'en sais rien, alors que tu n'en parles jamais. Subitement, tu parles d'un voyage à Honolulu et le lendemain matin, boum, une super promo pour un voyage à Honolulu, ce qui montrait que tu étais écouté en permanence et que toutes tes données étaient analysées. On avait dit qu'un des arguments qui rendait ça peu probable, c'était les ressources techniques qui seraient engagées pour massivement traiter toutes les données de tout le monde à ce sujet-là. Est-ce que du coup, compte tenu de ce que tu nous relais ce soir, on serait de nature à revenir un petit peu là-dessus alors, pour l'instant, ce n'est toujours pas possible. Hein, pour l'instant, c'est prospectif. Mais le truc, c'est qu'effectivement, c'est pas, si tu veux, c'est pas rentable, c'est pas efficace, et c'est pas intelligent d'écouter en permanence les flux audio de tout le monde, parce que tout simplement, il y a des moyens de ciblage qui sont tout aussi efficaces, ou quasiment aussi efficaces, même qui sont même plus efficaces en fait, et qui sont beaucoup moins chers à déployer et à faire que faire écouter par des algos dans le cloud ou je ne sais pas quoi. Donc en réalité, c'est pas crédible pour ça surtout, c'est parce que économiquement, c'est pas viable. Le ciblage, il passe par une multitude il y a une multitude de signaux qui fonctionnent très bien, et on n'a pas besoin de vous écouter explicitement. Par contre, c'est déjà assez effrayant en l'état sans y mettre de l'IA. Dans quelques années, il est possible qu'on puisse avoir, effectivement, si on arrive à mettre des algos qui soient suffisamment sophistiqués et qui tournent sur des puces qui soient suffisamment optimisées, que ça consomme suffisamment peu d'énergie, on n'est pas complètement à l'abri d'un truc qui serait capable, effectivement, en local, écouter et comprendre. Ça, c'est une possibilité technique qui pourrait arriver dans les années qui viennent. Alors, je dis pas demain, mais pas savoir. On est tous sereins, c'est génial. Une utilisation, Guillaume, qui pourrait être intéressante de l'intelligence artificielle, écoute, ce serait tout simplement d'aider le milieu éducatif. On a des résultats catastrophiques là dans certaines matières. Il y a des infos qui
qui sont remontés. Là, a priori, vraiment, l'école en France, c'est l'enfer. Mais après tout, il y a peut-être du mieux à apporter partout, pas que dans les écoles françaises. Qu'est-ce que nous proposerait, Guillaume, l'intelligence artificielle dans ce domaine? Eh ben, c'est Gabriel Attal qui a donné ses projets pour l'éducation, et parmi les mesures qu'il veut prendre, il y en a une Ministre de qui l'Éducation. attire forcément l'attention des technophiles, pères de famille ou pas. C'est les IA pour le soutien scolaire. Donc ouais, les IA vont-elles sauver notre école? Oh, ben, probablement, il y a une app et c'est bon. Ça passera par une application. Un numéro vert, il manque. Ah bah c'est ça, ils sont pas allés sur... Non, parce que le numéro vert, c'est chiant, il faut des gens. Donc là, une app, c'est bon. Donc on passera par une application sous Android et iOS, et ça sera dispo dès février 2024, donc quasiment demain. Dans un premier temps, ça va se concentrer sur le français et les maths, et ça concernera une première vague de 200 000 élèves de seconde. Ça marchera aussi sur navigateur. Donc il y aura plusieurs modes de jeu, on va dire solo, duo, tu pourras faire de la coop, et tu pourras avoir accès à plein de vidéos et d'exercices. Alors, quid de l'IA? Qu'est-ce que ça va utiliser? Parce qu'ils disent, c'est un truc avec de l'IA. Est-ce qu'il y aurait une chat GPT français qui aurait été développé dans mon dos? J'aurais pas vu. Ben en fait, l'application a été faite par Evidence B. Evidence B, c'est une boîte qui fait du e-learning depuis une demi-douzaine d'années déjà, et ils annoncent avoir des solutions éducatives basées sur les sciences cognitives, l'intelligence artificielle et une super interface agréable à utiliser, et voilà, jolie. Bon. C'est sur leur site, je n'invente rien. Question IA, alors pour le coup, il n'y a pas trace d'IA générative sur le site. On y évoque des algorithmes de bandiment chaud et de clustering pour faire des groupes de niveau d'élèves. Bon, c'est des trucs qui, si on n'était pas en 2023, on appellerait ça des statistiques et des probabilités. Mais bon, on est en 2023 et donc on appelle ça de l'IA. Par contre, il est tout à fait possible que l'application utilise des choses plus sophistiquées à terme, parce que je n'ai pas vu l'application. Il y a juste des photos d'écran, donc on voit une fenêtre de chat, effectivement, dans les captures d'écran. Alors donc, est-ce qu'il y aura un chat, manifestement? Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura un chatbot super sophistiqué du calibre de ChatGPT ou Bard derrière non plus. Voilà. Et c'est même très peu probable en réalité, parce qu'il faudrait créer le chatbot qui soit suffisamment robuste pour pas dire n'importe quoi et n'importe quelle insanité aux jeunes, déjà. Mais surtout, il faudra un chatbot qui soit accessible pour des millions d'élèves à terme. Un chatbot sophistiqué, ça coûte d'autant plus cher à exploiter qu'il y a d'utilisateurs. Et des élèves en France, c'est pas ce qui manque. Il y en a 2,2 millions rien qu'au lycée. Et en plus, ces couillons, ils vont faire leurs devoirs tous au même moment. Eh ouais, on fait une journée. C'est con, hein. Donc ça va demander une belle infrastructure, même sans gros modèle de langage d'ailleurs, pour faire ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont faire apparemment un déploiement échelonné. Mais ça demanderait des moyens vraiment conséquents d'avoir un vrai chatbot sophistiqué derrière pour des millions et des millions d'élèves. Donc on attend de voir. Il faut pas trop s'exciter sur le côté IA, je pense. Après, c'est quand même une bonne initiative de base. Enfin, je veux dire, je dis pas le contraire. Tout ce qui peut aider les élèves, voilà, à leur rythme, c'est cool. Donc s'il y a une IA, s'il y a une IA. Ce truc s'appelle MIA d'ailleurs. Ça s'appelle MIA, MIA apparemment. Donc si MIA peut aider les élèves avec des exercices, tout ça, et que c'est gratuit, général, officiel, et que ça peut aider plein de gens, enfin moi je pense que c'est très bien, tu vois. Mais bon, après, il faut pas non plus forcément s'exciter trop sur le côté technique, pour l'instant. Bientôt dans toutes les écoles de danse. Au passage, je fais un petit message, si jamais il y a des personnes qui bossent dans ces domaines-là, dans l'échelle de notre pays. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, concernant EduConnect et Pronote, qui sont des... Je sais qu'ils disent tous Pronote, j'aime bien dire Pronote, qui sont des interfaces... Écoute, je te mens pas, Guillaume, ayant 2 enfants, pour me connecter à certaines interfaces, j'ai mesuré, et parfois, il faut 17 clics pour accéder à l'interface d'accueil. C'est génial, record battu. On termine avec un volet cocorico de la tech et de l'intelligence artificielle avec la start-up française Mistral AI qui a levé, Guillaume, hier, c'est une annonce qui a été faite tout récemment, 385 millions d'euros, ouh, rien que ça. Mais pas mal. Et d'ailleurs, effectivement, on ne pouvait pas passer non plus à côté des nouveaux modèles de Mistral. Donc, IA française, c'est une boîte française, effectivement, qui vient de lever des fonds et qui vient aussi de dropper, alors d'ailleurs, de manière assez brutale, enfin vraiment sans trop d'annonces, une IA de 87 gigaoctets, un truc énorme, comme ça en open source. Ils l'ont largué sur un lien torrent, c'est ça. Comme s'ils lâchaient un micro comme ça. Ils l'ont largué en torrent, direct sur X. Bon. Et en fait, alors en gros, ce sera un modèle qui en plus est super intéressant puisque ce sera un mélange d'experts. Comme GPT-4. GPT-4 serait aussi un mélange d'experts. Donc en fait, les 87 gigaoctets, c'est un ensemble de 8 experts. Ça veut dire que quand on vous pose une question, en gros, c'est l'expert le plus qualifié qui va répondre et les autres, ils continuent à faire dodo. Donc si vous devez héberger tous les experts en mémoire, évidemment, ça fait beaucoup de mémoire, mais par contre, il n'y a que 1/8 de cette mémoire qui sera utilisée au final. Et donc la quantité de calcul nécessaire à faire tourner le modèle, elle reste assez faible finalement. Puisqu'en fait, chaque expert est relativement petit. Je pense à 12,9 milliards de paramètres, j'ai vu.
Donc beaucoup de mémoire, mais pas beaucoup de calcul pour avoir des réponses de très bonne qualité, puisque les experts, évidemment, ils sont spécialement entraînés pour être vraiment pertinents sur des domaines spécifiques. Alors bon, je sais pas, les sciences, l'histoire, le code, etc. Donc Mistral vient de mettre à jour leur site d'ailleurs et annonce qu'ils ont... Donc ce mélange expert s'appelle en fait Mixtral, avec un X, et il bat l'AMA 2 70B, donc il bat l'AMA 2 de 70 milliards de paramètres, et c'est très bien parce que même si il a beaucoup de paramètres, Mistral, il nécessite beaucoup moins de calculs que l'AMA 2 70B, où il faut passer en vue les 70 milliards de poids si tu veux avoir une réponse. Donc il serait meilleur d'ailleurs aussi que GPT 3.5 dans la plupart des tests. Donc il est multilingue, donc il fait anglais, français, italien, allemand, espagnol, donc c'est très bien, et en plus il est très bon en code. Et au passage, il atteint 70% sur MMLU. Pas trop mal pour un truc que tu peux télécharger en torrent. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez assez de mémoire, vous pouvez littéralement avoir un chat GPT local avec un même niveau de performance, avec un PC un peu puissant quand même, mais voilà, vous pouvez gérer 30 milliards de paramètres, 13 milliards de paramètres, c'est assez gérable. Et d'ailleurs, récemment, on a aussi appris que Mistral avait un prototype, un modèle qui était plus puissant que le Mistral 7B classique, dont je parle depuis un petit moment, et qui n'est pas non plus le Mistral. Apparemment, c'est un truc qui surclasse systématiquement GPT 3.5. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Apparemment, c'est un truc qu'ils vont probablement proposer via leur API. Ils vont peut-être le monétiser ou un truc comme ça. Hein. Donc voilà, tout va à une vitesse absurde ces temps-ci. Donc voilà, le Mixtral a déjà été compressé. J'ai pas encore eu le temps de le tester. Je vais voir si je peux. Je suis sûr que tu vas te prêter à l'exercice pour le bien de la communauté et de Tech Café. On enchaîne, Guillaume, une autre rubrique. C'est marrant, on parlait tout à l'heure de collecte de données sur Facebook, en l'occurrence, des petites infos côté Meta, et même, tiens, c'est bizarre aussi, ByteDance aussi, Guillaume. Et oui, Meta a annoncé pas mal de mises à jour sur ses outils pour générer des images avec à la base son modèle EMU ou EMU. D'ailleurs, je sais pas comment on dit. Est-ce qu'on dit EMU comme J'ai envie de dire EMU. Je suis sûr qu'on peut dire EMU. Allez, EMU. EMU comme Temu. EMU, c'est dur. Allez, et bon, et en tout cas, EMU est déployé plus largement sur un site où vous pourrez imaginer des trucs avec. Et bon, il faut le compte Meta. Tu peux aussi co-créer des trucs avec tes amis via la messagerie. EMU est rapide. Mais il n'a pas une qualité particulièrement remarquable par rapport aux autres concurrents, hein, d'après les tests de Frandroid. Il y a plein d'autres détails sur EMU, mais l'info la plus intéressante, je trouve, c'est qu'il a été entraîné sur un bon milliard d'images, ainsi d'Instagram et de Facebook. Des images publiques, donc n'importe qui en principe peut voir, et qui vous appartiennent, tout simplement. Si vous êtes utilisateur d'Instagram ou de Facebook, ce sont vos images qui ont été utilisées. Évidemment, vos images sont un véritable trésor de données que Meta serait bien bête de ne pas utiliser. Ben oui, vous avez fait tout le boulot. Vous les avez envoyés, vous les avez prises, vous les avez envoyées, vous les avez retouchées, vous les avez annotées avec amour. Ben c'est super. Et évidemment, Meta n'est pas le seul à faire ça, puisqu'Alibaba fait exactement pareil. Ils ont produit un modèle vidéo qui fait le buzz en ce moment, qui s'appelle Animate Everyone. Alors, Animate Everyone, le principe est super simple à expliquer, puisqu'en fait, vous donnez une image de référence, par exemple, je sais pas, Brigitte Macron, et puis vous donnez une animation de nos squelettes en fil de fer, quelconque, une animation qui peut être une danse, par exemple le Nia, voilà, pourquoi pas. Et un hommage à cette application éducative du même nom. Et ben, le modèle vous donne simplement la vidéo en sortie de Brigitte Macron qui danse le Nia. Et bon, ça marche bien, la vidéo est cohérente, la qualité est bonne, à tel point qu'on pourrait se demander si TikToker n'est pas un métier menacé à brève échéance aussi, comme doubleur ou influenceuse OnlyFans. Et d'ailleurs, c'est naturel, puisque Animate Everyone a été entraîné sur des milliers de vidéos de TikTok et de TikTokers, parfois même des TikTokers très connus. C'est assez simple de récupérer les vidéos et puis ensuite de produire de manière totalement automatique les squelettes et les poses pour chaque image, et donc du coup ça fait un dataset d'entraînement qui est assez facile à faire en réalité. Et donc Alibaba se sert des données des utilisateurs TikTok qui sont a priori récupérés à des fins de recherche. Tu vois, c'est des datasets qui sont utilisés par des chercheurs pour voir ce qu'ils peuvent faire avec, etc. Mais qui peuvent aussi être récupérés par Alibaba pour faire un modèle qui pourrait très bien être utilisé dans un produit commercial Alibaba, qui pourrait être utilisé dans une application à lui. Comme Meta, qui finalement commercialise les données de ses propres utilisateurs dans une application qui étoffe ses propres services et qui s'appelle EMU. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'IA permet donc une autre forme de monétisation des données personnelles des utilisateurs qui va au-delà du ciblage publicitaire. Donc l'adage « quand c'est gratuit, c'est vous le produit », non seulement ça reste vrai, mais c'est encore plus vrai qu'avant. C'est assez rigolo. Tous les générateurs d'images, utilisent une partie du travail collectif de l'humanité, de votre travail, dans une certaine mesure. Ce qui est amusant, finalement, c'est que là, c'est évident, c'est direct. C'est EMU, c'est vous, mais c'est pas à vous.
Oh, elle est très belle celle-ci. Elle est retenue et elle est validée, Guillaume. Je préfère encore Tes mots c'est dur, mais celle-ci passe. Allez, on continue avec une nouvelle version d'un outil, là encore d'intelligence artificielle, qui génère des images à base de texte basées sur de la diffusion latente. Alors, comme toutes les semaines, l'actu sur les nouveaux algos pour le graphisme et la 3D a été épuisante. J'ai relevé une douzaine d'articles, c'est au moins, enfin, c'était horrible. Alors, j'ai déjà glissé des trucs sur Emu et Animate Everyone, donc ça, c'est fait, c'est plié, mais il en reste plein. On va passer en revue, donc, un petit peu en mode survol, tout ça, pour évoquer le Allez, potentiel, en fait, de ces outils, qui seront les outils du futur, hein, clairement, pour la génération d'images, mais aussi pour la génération vidéo et le rendu 3D. Alors, pour la génération d'images, on peut noter l'apparition de Kandinsky 3, qui a la particularité d'être russe, 100% russe. Oh, ok. En fait, Kandinsky, c'est un peu le Stable Diffusion russe. Il a été financé par la Sberbank, et je dois avouer que il n'a pas du tout à rougir le 3 face à SDXL, et c'est assez rare qu'on parle d'un modèle russe en réalité, ce qui veut dire d'ailleurs plein de choses, puisque ça veut dire que les Russes ont quand même les moyens de fabriquer des modèles de génération d'images à eux avec leurs propres infrastructures. Mais bon, à part ça, on a aussi droit à des petits nouveaux, hein, donc on a eu Gentron, j'adore les noms, et Eclipse. Alors, ce sont des projets de recherche, hein, tous les deux. Gentron, c'est une proposition de générateur audio, images et vidéo par transformer, donc c'est une architecture différente des diffuseurs actuels, qui serait compétitif avec XDXL, qui fait de la vidéo en plus. Alors, peut-être plus intéressant, on va dire, c'est Eclipse quand même, parce que c'est un modèle qui produit des images assez moches, mais qui a la grande particularité d'être incroyablement petit. Parce que Eclipse, il est 30 fois plus petit que Stable Diffusion, et il a été entraîné sur presque 30 fois moins d'images. Et pourtant, il est capable de produire des images qui sont d'une qualité qui n'est pas très éloignée de ce que donnerait un Stable Diffusion 1.4. Ce qui veut dire qu'il a un excellent rapport qualité-prix, si vous voulez. Et c'est grâce à un meilleur apprentissage, en tout cas un meilleur apprentissage des relations texte-image, c'est-à-dire un meilleur apprentissage des contextes, tu vois, des relations que tu peux avoir entre les annotations et les images. Ok. La conclusion, c'est que grosso modo, il est très possible qu'on puisse encore très largement réduire la puissance de calcul nécessaire à la génération d'images dans un futur très proche, et même à leur entraînement. Et donc, du coup, on pourrait éventuellement intégrer ça partout à moindre frais. On continue? Motion control? On continue avec la vidéo, du coup. On passe en revue la vidéo, et on commence par... Alors oui, il y a celui-là, mais alors, il y en a tellement... On commence par Dream Moving qui va être simple à décrire, puisque c'est un truc analogue à Animate Everyone. Donc ça veut dire qu'on pourra faire bouger n'importe qui et lui faire n'importe quoi du moment qu'on a une photo de lui. Voilà, on demande le contexte qu'on veut avec un prompt. Quand même. Et hop, voilà, Brigitte Macron qui danse sur la place rouge. Le Mia. Toujours le Mia, bien sûr. Ou la Joconde qui danse le Mia sur la place rouge, ou la Joconde, voilà, tout simplement. Oui, le Mia, c'est le fil rouge de cet épisode, hein, vous avez compris. Et il y a déjà des mèmes, d'ailleurs, qui sont animés comme ça, c'est marrant. Alors, c'est marrant pour le moment, hein, bien sûr, ça pourrait devenir... très bizarre, très, très rapidement, mais bon, dans le même état d'esprit, mais plus général, il y a un article qui détaille comment apprendre des nouveaux mouvements, à un générateur vidéo. Bon, on sait bien qu'on peut personnaliser des générateurs comme Stable Diffusion, des générateurs d'images, hein, avec des nouveaux styles, des nouveaux sujets, voilà, des actrices, des persos de comics, enfin, ce que vous voulez. Eh bien, l'analogue pour la vidéo, ce serait de pouvoir apprendre au modèle des nouveaux mouvements, des nouveaux concepts d'ordre temporel. Avec leur méthode, on peut fine-tuner un générateur de vidéo avec des clips de gens qui font un mouvement particulier. Par exemple, imaginez des gens qui font des guillemets avec les doigts, voilà, comme je fais maintenant et que bien sûr vous ne voyez pas. Moi je les vois. Et ensuite, le modèle personnalisé peut générer n'importe quel autre sujet, comme une nonne par exemple, une nonne qui fait des guillemets avec les doigts, si vous voulez demander. Et ça marche aussi avec des mouvements de caméra, avec des danses, bien sûr, avec ce que vous voulez. Donc on va finir sur 2 autres papiers qui donnent encore du contrôle, encore plus de contrôle donc sur cette fameuse génération vidéo. Donc c'est Motion Control, effectivement, et il y a aussi Live Photo. Alors Motion Control, ça permet de rajouter au prompt de votre générateur vidéo favori une courbe de trajectoire. Donc en plus du texte, vous dessinez une courbe qui représente le mouvement que vous voulez donner à la caméra ou au sujet. Donc ça peut être un travelling de caméra, ou ça peut être une oscillation que va prendre la fleur que vous voulez animer. On peut prescrire le mouvement de plusieurs sujets, on peut combiner bien sûr les mouvements sujet-caméra, et un peu dans le même style, peut-être en plus simple, Live Photo, ça permet d'animer une image avec une description, mais du mouvement. Parce que jusqu'à présent, bien sûr Gen 2, sur Picalabs, vous soumettez une image et elle est animée, mais un peu au freestyle. C'est-à-dire vous pouvez donner des petites indications sur la vitesse ou l'intensité du mouvement, mais c'est tout. Avec Live Photo, si vous voulez un portrait de femme avec les cheveux... Enfin, vous avez un portrait de femme aux cheveux longs, et vous voulez que les cheveux ils bougent avec le vent, il suffit d'écrire « cheveux qui bougent dans le vent » et vous avez une vidéo de ça. Et pas celle d'une femme qui bouge les yeux, qui cligne des yeux, qui parle, enfin voilà, c'est une vidéo de ce que vous voulez.
Donc vous prenez en photo un verre, vous écrivez il se remplit d'eau, vous avez voilà l'eau qui coule et le verre qui se remplit, la mousse comprise, tout va tout bien. Donc vous avez compris, en gros, aussi impressionnant que soient les algos modernes qui génèrent les vidéos actuellement, hein, ils offrent encore très peu de contrôle sur ce qui se passe, sur les mouvements, sur les actions, et du coup, c'est pas encore vraiment des outils de création crédibles pour les pros. Mais ça vient. Il y a énormément de recherches dans ce sens, hein, voilà, j'en ai cité beaucoup. Alors, le but, c'est pas du tout de retenir chacune en particulier, hein, parce que certaines, de toute façon, d'ailleurs, ne donnera rien de plus qu'un article dans une revue scientifique, mais collectivement, ça vous montre les possibilités et les tendances de recherche sur ce que deviendront les outils génératifs dans un futur proche en ce qui concerne la vidéo, la photo. Et d'ici 2 à 3 ans, sans doute moins peut-être, la génération de vidéos va considérablement s'enrichir et offrir une myriade de nouvelles possibilités de créativité, une myriade de nouveaux problèmes aussi sans doute, hein, et bien entendu quoi. Ça va à une vitesse invraisemblable. Je suis quand même content, tu vois, qu'en 6 mois, qu'on commence à voir un peu les sujets autour de la génération de vidéos, on n'ait pas eu encore de trucs qui semblent vraiment de nature à être suffisamment stable et exploitable au quotidien. C'est bluffant parce que ça va très très vite, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quelque part, je trouve ça, voilà, tu vois, rassurant qu'on puisse terminer fin 2023 en ayant encore ce sujet à développer et à suivre en 2024. Ce sera, à mon avis, clairement les sujets vidéo qui sont générés par intelligence artificielle qui vont arriver. Et on continue avec la 3D pour terminer cette rubrique, Guillaume. Oui, on va conclure cette revue par le rendu 3D, parce que là aussi ça avance, on a parlé maintes fois du Gaussian splatting, c'est une nouvelle méthode de rendu rapide pour ce qui est concrètement de la photographie 3D. En fait, hein, c'est de la photographie volumétrique, en réalité. C'est une photo, mais dans laquelle on peut complètement se déplacer n'importe comment. Alors ça peut aussi être de la vidéo d'ailleurs, hein, c'est-à-dire la photo peut bouger, ça peut être une vidéo volumétrique, et même ça peut être des objets avec de la physique aussi, on avait vu ça. Bon. Cette semaine, on a bien un article sur de la reconstruction de visages réalistes, animés, avec des expressions faciales, hein, qui sont vraiment crédibles, mais cette semaine, c'est plutôt la revanche des nerfs. Alors les nerfs, c'est pas les pistolets, c'est ce qu'il y avait avant les Gaussian splatting, donc c'est ce qu'on appelle les champs de radiance neuro en particulier, qui donc pouvaient déjà représenter une photo volumétrique. Donc, comme les Gaussian splatting, hein, avec les reflets, la brillance, tout bien, voilà, tout ce qui est dépendant du point de vue était pris en compte. Les Gaussiennes n'ont rien inventé, mais en fait, elles sont juste beaucoup plus simples et rapides à produire et à rendre. Donc c'est pour ça aussi qu'elles avaient leur intérêt. Mais la recherche continue sur les nerfs, et donc il y a une approche hybride qui simplifie le rendu en utilisant des polygones qui délimitent les surfaces. Donc les interfaces, en réalité, ça permet de virer une énorme partie des gros morceaux de nerfs qui ne sont pas à traiter. Donc ça permet d'accélérer le rendu. Donc on garde le nerf pour ce qui est le plus fin, et en réalité, puis les effets de surface, hein, comme la brillance et tout ça. Et le reste, en fait, c'est on utilise des polygones, quoi, à peu près ça, c'est à peu près ça. Donc pour vous donner une idée, un déplacement dans un environnement photoréaliste, très très moche, hein, c'est une espèce d'intérieur d'usine, c'est absolument affreux, mais bon, c'est photoréaliste. Il y a plein des belles machines, on ne sait pas trop à quoi elles servent. C'est ça, j'ai pas trop cherché, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà, c'est absolument, c'est dégueulasse, mais bon, c'est très réaliste. Ah ça a l'air bien rangé quand même pour une usine, oui, ça a l'air propre. Si toutes les usines étaient comme ça. Mais disons que bon, avec un nerf classique, en nerf, le nerf à papa d'il y a un an, ça se fait à 5 J'étais en train de me demander à FPS. quelle année t'allais nous faire remonter ça, génial. C'est une horreur. Non, c'est vrai que donc ça se fait à peu près à 5 FPS sur une GeForce 4090, voilà, avec les anciennes méthodes de rendu. Alors qu'avec une méthode hybride, on monte à 72 FPS, et on est à 160 FPS avec les éclats de Gaussienne. Donc les éclats de Gaussienne ont toujours la palme de la vitesse, mais le rendu est un peu moins bon. Donc si on veut un meilleur rendu, les nerfs sont encore meilleurs, mais ça coûte quand même plus de trucs. Donc on comprend pourquoi c'est pas encore utilisé dans les jeux vidéo, hein, parce que bon voilà, c'est aucun moteur de jeu n'utilise ça, parce que un jeu qui, sans aucune physique rien, te donne que 72 FPS sur une 4090, c'est compliqué à vendre. Surtout que c'est pas de la 4K, hein, c'est voilà. Bon. Donc on voit quand même bien le potentiel, parce que évidemment le GPU accélère, hein, les algos aussi accélèrent, donc un jour ça peut probablement converger. Surtout que par ailleurs, il y a aussi des avantages en termes de production qui sont de plus en plus significatifs, et qui, là encore, s'améliorent, alors par rapport pour les recherches que je vais relayer, parce que pour créer un univers en nerf, ou en Gaussian splatting, c'est pareil, on modélise rien. Il suffit de prendre des photos. Alors, il en faut plein, hein, et c'est aussi une contrainte. Et donc, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle Recon Fusion, qui donne de l'espoir. Alors, c'est une méthode qui utilise de la génération d'images, en réalité, pour combler les trous, quand il n'y a pas assez de photos. Quand il n'y a pas assez de photos d'une scène, en fait, le modèle imagine ce qu'il pourrait y avoir. Dans Recon Fusion, ça utilise des algos de diffusion pour reconstruire une scène avec peu de vues. Voilà, ce qui facilite grandement le travail et qui donne aussi le nom Recon Fusion ou Reconstruction avec la fusion. Bon, bref, la diffusion. Et tout ça, ça rend possible donc une exploitation plus simple, et surtout quand vous voulez utiliser un endroit
dont vous en avez qu'un nombre limité de vues et que vous pouvez pas y aller ou ce genre de truc, ça rend le truc quand même possible. Cette possibilité de compléter les vues manquantes avec des images synthétiques, hein, ça laisse entrevoir une autre possibilité, celle de faire du nerf génératif, c'est-à-dire de faire des scènes 3D génératives, comme on le fait en 2D. Et c'est ce qu'étudie d'ailleurs l'algorithme Nerfiller, qui permet carrément de générer des volumes, enfin de générer en volume des morceaux manquants de scène. Donc en fait, c'est comme si vous faisiez de l'in-painting sur une photo, sauf que vous le faites en volume. Alors pour l'instant, c'est un petit peu moche, mais quand même, c'est le début et ça permet d'entrevoir un certain nombre de trucs. On peut tout à fait imaginer que dans quelques années, des jeux, des films, des séries comportent des décors artificiels qui soient reconstruits automatiquement, puis altérés, complétés à la volée avec de la physique, etc. Et que tout ça se fasse de manière quasi automatique. On pourrait même imaginer des films volumiques dans lesquels on peut se déplacer complètement, changer le point de vue comme on veut. Alors, quand on a un casque VR, on a déjà des trucs, hein, des vidéos à 360, c'est vrai, mais vous avez que 3 degrés de liberté, en fait. Vous pouvez juste tourner la tête, quoi. Vous ne pouvez pas vous déplacer vraiment dans le volume. Tu es au centre d'une sphère. Quoi. Exactement. Et tu restes au centre de ta sphère. Là, tu peux envisager d'avoir un film dans lequel tu puisses te déplacer dans le décor, comme si c'était un jeu vidéo. Ouais, génial. Ça laisse ouvrir effectivement beaucoup de perspectives et de possibilités, effectivement, mais comme dans le jeu de vidéo, effectivement. Des super interactions, excellent. À croire que ce conducteur est décidément, une fois de plus, Guillaume, extrêmement bien construit, parce que justement, tu parles de jeux vidéo et on se dit, est-ce que ce ne sera pas le moment parfait pour conclure cet épisode et parler un petit peu de jeux vidéo? Il y a différentes news sympathiques à partager, notamment déjà des nouvelles concernant le procès Epic Games Google qui décidément ponctue un peu nos épisodes, Guillaume. Là. Et oui, et là, attention, surprise, Epic a gagné. Il a gagné son procès contre Google. Ça fait 3 ans que ça dure. Epic avait attaqué Apple et Google pour abus de position dominante avec leurs App Store et leur contrôle des moyens de paiement in-app. Epic avait largement perdu contre Apple et franchement, c'était pas gagné contre Google. Et pourtant, Epic apparemment a su sortir les bons dossiers. Parce que c'est vrai que les petits arrangements entre amis, les ententes un petit peu louches et les plusieurs points on les a relayés pendant toutes ces semaines. Qu'on a relaté effectivement au fil des semaines, ça a convaincu le jury qui peut-être, le jury a eu besoin que de quelques heures pour donner un verdict à l'unanimité contre Google. Google est donc reconnu coupable d'entraver la concurrence en utilisant la puissance de son écosystème et de son super chéquier. Alors c'est une victoire qui fait du bien à Epic, qui a eu pas mal de revers ces derniers temps. Pour le moment, le juge n'a pas encore décidé ce qu'il allait demander à Google comme rémédiation. C'est une situation qui est jugée anticompétitive, donc on va voir ce qu'il demande. Google projette déjà de faire appel. Epic ne cherche pas de compensation financière, de toute façon. Lui, ce qu'il veut, c'est un changement systémique. Il veut surtout économiser un max sur les commissions et accroître d'autant son chiffre d'affaires, qui pourrait du coup repasser dans le vert. Enfin, ses comptes pourraient repasser dans le vert, parce que pour le moment, ses fiches comptables ne sont pas dans la bonne couleur. Chaud, Donc on verra ce que ça va donner concrètement pour Epic et pour tous les autres, bien entendu, puisque ça pourrait impliquer des changements majeurs sur le Play Store et sur Google Play. Et on se retrouverait d'ailleurs dans une situation assez paradoxale où Google, qui est techniquement l'écosystème le plus ouvert face à Apple, est épinglé alors qu'Apple n'est pas inquiété. Ça, c'est quand même vraiment bizarre. Pourtant, Apple fait globalement les mêmes choses et ne permet même pas du tout le sideloading, même si ça pourrait arriver en Europe très bientôt. Rumeurs, je sais que parfois tu prends des grosses pincettes, Guillaume, autour de ces rumeurs et de ces perspectives de sortie d'appareils. Là, tu nous mentionnes un petit peu une hypothétique PS5 Pro. Bon, on se doute qu'elle arrivera un jour, mais... Oui, voilà, la rumeur de la semaine, c'est la PS5 Pro qui devrait arriver sous forme de SDK déjà pour les développeurs ce mois-ci. Et on a eu des fuites sur ces spécifications techniques qui globalement pas extrêmement surprenantes, donc c'est assez crédible d'une certaine mesure pour un milieu de cycle, pour une mise à jour de milieu de cycle, puisqu'on passe au 4 nanomètres au lieu du 7 actuellement. Le CPU est cadencé un petit peu plus haut à 4,4 GHz, on a une bande passante RAM un peu supérieure. Le passage à du RDNA 3, 60 unités de calcul contre 36, donc en gros, c'est de quoi passer à du 4K 60 FPS et booster la résolution native dans les jeux, qui sont même plus chargés graphiquement, et pour augmenter aussi les performances en ray tracing. Donc, tout ça fera à peu près les mêmes jeux, mais en plus fluide et plus beau, plus fin. Donc, c'est typiquement ce qu'on demande à une console de milieu de gen. Donc, c'est alléchant, c'est globalement assez analogue à ce qu'on a eu avec la PS4 Pro finalement, à l'exception du rajout d'une supposée unité NPU en XDNA 2, qui est donc spécifique à l'accélération des algos de deep learning. Et il me semble pas que la PlayStation 5 en possède une, donc les jeux n'en tirent pas du tout parti. Donc à quoi elle servirait? Est-ce qu'on aurait des fonctions IA spécifiques sur une PS4 Pro, sur une PS5 Pro, pardon? Ça serait bizarre, à suivre. Rumeur à ce stade, évidemment, vous l'aurez compris. Allez, la prochaine Radeon qui est à fond dans la 3D, Guillaume. Mais non, mais justement, AMD vient de présenter ses Radeon Instinct MI300, et là vous vous dites, mais quel escroc!
Parce que ça s'appelle Radeon, il savait pas où le foutre, donc il va nous parler d'un Ah, accélérateur de calcul professionnel dans la rubrique jeux vidéo. Hein. oui, Eh ben vous oui, avez c'est raison. exactement ce qu'on se dit. Oui, Eh vous ben avez voilà. totalement raison en fait, Ouais. j'avoue. Et oui, c'est vrai. Mais je vais reboucler parce que le MI300 c'est bien une GPU, mais clairement c'est pas pour les jeux vidéo. Je connais pas le prix de cette puce, mais c'est un truc qui va être, je sais pas, ça va coûter dans les 10 000 balles, j'imagine. Ah oui, je pensais pas, ok, d'accord. Ben, ça a 128 gigaoctets de HBM3 quand même, hein, et ça comprend Hmm. 146 milliards de transistors. Et donc Ok. elle est en face du H100 de Nvidia qui compte par ailleurs 80 milliards de transistors et qui s'arrache à des dizaines de milliers de dollars déjà. Donc bon. Mais bon, c'est pas seulement pour me gargariser de gros chiffres hein, que je parle de cette GPU. Je me demande si c'est pas juste pour te gargariser de gros chiffres que tu parles de cette gros GPU. C'est en partie pour me gargariser. J'adore me gargariser. Mais bon, ce truc est effectivement destiné aux data centers hein, qui veulent faire des très gros calculs, en particulier en IA. Mais industriellement, ce qui est vraiment intéressant, et c'est que voilà, il y a des nouveaux processus de fabrication sur cette MI300. Et ce qui a été validé ici sera probablement à l'avenir utilisé pour le grand public. Déjà, cette carte n'aurait pas été possible sans une authentique puce gamer, pour le coup. Le Ryzen 5800 X3D, dont on avait parlé, c'est un processeur qui était à l'époque clairement orienté vers le secteur gamer, puisque en fait il rajoutait beaucoup de cache. Et le jeu vidéo, c'est un domaine qui bénéficie de plus de cache en règle générale. Et ça permettait à AMD de battre Intel sur ce segment. Et donc la particularité du 5800 X3D, c'est qu'il mettait le cache en plus par-dessus la puce. Donc on avait un premier design en 3D. Donc la mémoire était une couche par-dessus le processeur avec des connexions verticales. Il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu en génération 7000 aussi, donc de Ryzen 7000. Donc là, c'était la technologie 3D V-Cache, et ça a permis à AMD en fait, de se faire les dents sur ce genre d'idée. Ils sont passés ensuite à la vitesse supérieure avec cette Instinct MI300. Parce qu'en fait, cette MI300, c'est un micro Lego, avec pas moins de 13 modules sur 3 couches. Plus même, hein, ça dépend un peu comment on compte ça. Il y a 3 modules avec des cœurs CPU, il y a 6 modules avec des cœurs GPU, qui sont par-dessus 4 modules qui s'occupent des entrées-sorties, et le tout est au-dessus d'un interposeur, c'est-à-dire d'une couche de connexion, de connectique, qui connecte tout ça aux puces HBM et qui connecte tout ça entre eux. Et les modules ne sont pas tous gravés avec la même miniaturisation. Les GPU, CPU sont en 5 nanomètres, le N5 hein, de GTSMC, et le reste est en N6, qui est moins cher. Et bien sûr, il a fallu faire en sorte que tous les modules et tous les éléments rentrent bien les uns dans les autres, tout ce qu'il faut, voilà, que ce soit bien connecté en surface comme en profondeur. Et donc, c'est un jeu de puzzle en 3D pour lequel AMD d'ailleurs a eu un petit peu de chance aussi, parce que c'était pas évident. Alors pourquoi faire tout ça ? Pour éviter de faire comme Nvidia. Alors déjà, c'est un plaisir de ne pas faire comme son concurrent, mais c'est aussi un avantage parce que le GH100, le concurrent direct, est une puce énorme. Elle est super fat, elle est très très large. Donc elle est super chère à fabriquer, elle a une très grosse surface. Et donc elle est très sujette aux défauts de fabrication. En comparaison, AMD utilise des petites briques qui l'empilent et qui donnent des surfaces beaucoup plus réduites à chaque fois et des coûts de fabrication de briques qui sont beaucoup plus faibles. Alors évidemment, après, il faut interconnecter tout ça en 3D, c'est pas gratos, mais c'est compensé. En réalité, ça compense le fait que ça compense par rapport à une énorme puce avec une énorme surface. Donc la très grande modularité et le passage à la 3D dans les techniques de packaging des composants, c'est vraiment une tendance d'avenir et c'est quelque chose qui est pour l'instant réservé au très haut de gamme, mais qui viendra sans doute de plus en plus dans nos PC d'ici quelques années pour faire tourner, Qui sait si Elder Scrolls 6 ne sera pas tourné par une puce gravée comme ça en 3 dimensions avec des petits modules et des petits Lego. Wow. On verra du bois, très bien. Et t'as vu comment je reboucle sur les jeux vidéo ? Oh, c'est beau, dis donc. C'est ça Dis d'être un donc, bon escroc. Quel talent. C'est indiscutable. Guillaume, pour parler vraiment à 100% de jeux vidéo, c'était les Game Awards avec évidemment les récompenses, mais aussi des annonces. Alors je vais être très honnête avec toi, Guillaume. J'avais suivi les nominés. Bon, ils étaient un peu évidents. Je n'ai pas suivi beaucoup de choses par les annonces. J'ai juste vu que, et moi qui suis un grand fan d'Interstellar, ça m'intrigue. Il y a un jeu avec Matthew McConaughey qui laisse imaginer qu'on pourra jouer justement un truc dans un monde de science-fiction avec gestion de voyage dans le temps, un bon truc bien bordélique. Et j'ai vu aussi, tiens-toi bien Guillaume, World of Goo 2, moi qui avais tant aimé le 1, qu'est-ce qui va arriver avec le 2 ? Dis-nous tout, Guillaume. Ton jeu des Game Awards, c'est World of Goo 2, sans déconner. Non, mais alors, des annonces, moi j'ai trouvé ça génial. Non, si, j'ai vu aussi un truc qui me hype énormément, même si je pense que ce sera probablement très décevant pour moi, le jeu de survie dans le monde de Jurassic Park. Mais je te laisse enchaîner, Guillaume. Non, mais oui, c'était les Game Awards, avec des tas d'annonces de jeux de gros calibre, et en plus des prix qui ont été décernés, évidemment. Il y avait un petit parfum d'E-Cube d'hiver. Alors, d'ailleurs, E-Cube qui est officiellement mort, ça vient de tomber, là, au moment où on enregistre. Donc, l'E-Cube a fait ses débuts, le grand salon E-Cube a fait ses débuts en 95. Et bon, c'est vrai que depuis ces quelques années, ça commençait
il perdait, on va dire, de sa pertinence. Donc il a déjà été violemment attaqué par les Nintendo Direct, c'est-à-dire par les vidéos diffusées directement par les constructeurs et les éditeurs. Il a aussi été grièvement blessé par le Covid, il faut bien le dire. Et il a été achevé par la défection de la plupart des gros acteurs et constructeurs, qui trouvent que finalement, quand même, c'est cher par rapport à un stream ou une bande-annonce sur YouTube, tu vois. Et que finalement, là, en termes de Les retombées sont visibilité, c'était suffisantes. pas forcément très rentable. Voilà. Mmh. Et oui, dans une certaine mesure, l'E-Cube a aussi été victime d'Internet, un peu comme tout le monde, puisque en 95, en 95 et dans le début des années 2000, c'était le méga show à l'américaine où il fallait absolument être pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas, et voilà quoi. Donc RIP E-Cube, mais c'est pas le sujet. Voilà, parlons des Game Awards. C'est qui a eu son premier prix quand même? Oui, c'est vrai, les prix. Eh ben, celui qui a eu ce premier prix, c'est Baldur, c'est Baldur's Gate, à la non-surprise générale. Il a été sacré jeu de l'année, meilleur jeu multijoueur aussi. Oui. À la non-surprise générale à ce stade de l'année, mais avant qu'il sorte, quelques semaines avant, c'était pas du tout évident. Non, c'était pas évident avant qu'il sorte. Après qu'il sorte, c'est rapidement devenu probable. C'est ça, il n'y a plus de débat. Ouais. Mais tu seras content, la série Last of Us a gagné le titre de meilleure adaptation. Tu vois. Oh, mais est-ce que tu as vu, attention, il y a les annonces qui parlent que aux mecs comme moi qui sont en retard de 50 ans, mais The Last of Us remasterisé le 2 a été annoncé. Ça y est, il sort bientôt. Oui, je me réjouis. Vrai, pardon, excuse-moi, c'était pas dans les Game Awards, mais je voulais. Mais c'est vrai que il me semblait pas non plus, mais ok. Non, c'est vrai, effectivement. Autre gagnant de la soirée, là aussi avec une surprise modérée, c'était Alan Wake 2, qui gagnait le prix de la narration, de la direction artistique et de la réalisation. Zelda totalement allergique à ce jeu, moi. Excuse-moi, j'ai des puristes qui vont m'envoyer des patates. Sympa, effectivement. Zelda a gagné le prix du meilleur jeu d'action-aventure, d'ailleurs. Tu pourras confirmer, oui, j'approuve. Meilleur jeu indé, Sea of Stars, donc RPG en pixel art, magnifique pour le coup. Je l'ai toujours pas commencé, et pourtant il était offert là dans l'abonnement PlayStation. Je l'ai récupéré, mais je l'ai toujours pas testé. Non, il est long à faire, non? Oui, c'est un RPG quand même, oui, c'est assez long, bien sûr. Mais premier jeu, enfin je l'ai pas terminé, mais donc le premier jeu indépendant, le prix du premier meilleur jeu indépendant, non, le meilleur prix du premier jeu indépendant, bref, voilà. C'est Cocoon. C'est un jeu indépendant. C'est un jeu indépendant, c'est le premier. C'est Cocoon. Cocoon qui est un jeu de puzzle, vraiment très sympa d'ailleurs pour le coup, ça j'ai testé il y a pas très longtemps. Donc meilleure musique pour FF16, meilleur jeu mobile pour Honkai Star Rail. Meilleur jeu d'action pour Armored Core 6, meilleur jeu de baston SF6, Street Fighter 6, meilleur jeu familial Super Mario Wonder, on reste dans les valeurs sûres quand même, on va dire. Mais bon, sinon en termes d'annonces, effectivement, il y avait, moi je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de belles choses quand même, J'ai trouvé la plupart des bandes annonces étaient quand même vraiment bien stylées. Et moi je vais être peu original finalement, mais moi ce qui m'a allumé, c'est Light No Fire. C'est le prochain jeu de Hello Games, qui sont les créateurs de No Man's Sky. Alors attention, je ne suis pas particulièrement un fan de No Man's Sky. Le jeu est énorme, il est devenu extraordinaire, je le reconnais toutes les qualités du monde. Mais... Rappelle-moi, c'est un jeu de pilotage de vaisseau. C'est Starfield en bien. Non, je veux dire, c'est Starfield dans le sens vraie exploration spatiale. Voilà, en vraie exploration spatiale, où vraiment tu prends ton vaisseau, tu décolles, tu décolles, t'atterris sur une autre planète, etc. C'est vraiment un monde ouvert, mais à l'échelle de galactique, quoi. C'est un truc incroyablement Star Citizen, mais présent, enfin sorti, quoi. Voilà, sorti. Et tout est procédural. C'est vraiment extraordinaire. Bon, moi, je sais pas pourquoi, le jeu a fini par me tomber des mains après 4 ou 5 heures à chaque fois. Je l'ai recommencé 3 fois quand même. Mais j'ai un peu de mal à tenir sur... Peut-être que c'est l'ambiance, je sais pas, il faut quand même aimer les couleurs fluo, faut bien le avouer. Donc je sais pas pourquoi, mais je pense que j'accroche énormément plus avec le concept visuel et le visuel de Light No Fire, qui ambitionne d'être une sorte de super Minecraft ou de super Valheim, mais en super beau et en plus réaliste, assez réaliste. Donc l'ambition, c'est de simuler une planète entière avec plein de biomes, des écosystèmes même, plein d'animaux. Wow. Il y aura du craft, de la construction, de l'exploration, des montures volantes. Ça promet un max. Je suis pas le seul à trouver que ça promet un max parce que la bande-annonce a cassé YouTube. Non, c'est pas vrai. Il en faut beaucoup pour casser YouTube. Mais il y a quand même eu 4,1 millions de vues sur YouTube, 4,6 millions de vues au total pour le trailer, c'est vraiment pas mal. Donc il y a un véritable engouement. Bon, à voir, pour ça, il n'y a aucune date malheureusement de sortie. Bon, à part ça, évidemment, il y a eu plein de jeux magnifiques. Il n'y a plus aucun jeu cross-gen, ça y est, tout est Series, PS5 ou PC. Alors évidemment, il y a Hellblade 2, forcément, qui est incroyablement beau. Il y a Kojima qui a fait son Kojima, en montrant une démo technique d'animation faciale incroyable qui déchire tout, mais qui donne aucune info concrète, donc du classique Kojima.
On a vraiment des trucs impressionnants visuellement, hein, comme effectivement Exodus, je pense que celui dont tu parles, c'est Exodus qui nous fait son Interstellar, non? Attends, je regarde. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, absolument. Ouais, bon, effectivement, c'est... Ouais, il y a aussi Banisher qui déboîte, il y a Rise of the Ronin, il y en a tellement, il y a beaucoup de SF d'ailleurs, et c'est vrai que les jeux deviennent incroyablement beaux, quoi. Et bon, plus cartoon, il y avait aussi Vision of Mana, qui est donc le prochain jeu Mana, qui est sympa, ou le premier jeu Monster Hunter Wilds aussi d'ailleurs, avec des espèces de gros troupeaux de tatous géants, c'était... Enfin, moi, beaucoup de belles choses, effectivement, des jeux d'une qualité graphique, le Black Myth aussi, c'est incroyable. On sent qu'on a passé un cap quand même, hein. Ouais, bah tant mieux, c'est chouette, ça avance dans les générations de jeux vidéo, c'est très chouette. On termine, Guillaume, avec GTA 6. Tu nous en avais parlé en intro un petit peu de l'épisode précédent. Là, on en reparle et j'ai l'impression que simplement avec un trailer, on va déjà avoir plusieurs épisodes de Tech Café avec des news basées sur le trailer. Bien sûr. Là, c'est la réalité qui dépasse la fiction, c'est ça? Oui, bah, la bande-annonce de GTA 6, Non, c'est vrai l'inverse. C'est la fiction qui dépasse la réalité plutôt, d'ailleurs. je sais pas qui dépasse qui, mais en tout cas, c'est les deux se mélangent. C'est ça le truc, c'est que la bande-annonce de GTA 6, c'est vrai que c'est une vieille actu, mais on n'en a pas parlé la semaine dernière parce que, en fait, ça venait de tomber, j'avais vu le truc à l'arrache. Bon, voilà, on n'a pas trop. Mais on peut déjà dire que le trailer, il est très très bien fait et très drôle. Et c'est vrai qu'il est en grande partie. Enfin, c'est pas qu'il est réel, mais disons que ce qu'on voit dedans, c'est en grande partie inspiré par des faits réels. En fait, toutes les scènes débiles qui impliquent pas les héros, c'est-à-dire les alligators dans les piscines ou les supermarchés, la mamie qui te menace avec un marteau, le mec qui court à poil devant une station-service, le Joker, les courses-poursuites en quad, tout ça c'est vrai. Ça s'est vraiment passé, et ça s'est vraiment passé surtout en Floride d'ailleurs. À tel point qu'un des gars du trailer qui s'est reconnu, c'est le mec qui est tatoué, qui a le visage complètement tatoué, le Florida Joker, il s'est reconnu dans le trailer, il a demandé 2 millions de dollars pour être apparu 2 secondes dans le jeu de Rockstar. Bon, doute de rien, mais bon, c'est le Florida Joker, attention. Mais bon, par ailleurs, si tu veux, le jeu, donc qui sort en 2025, a l'air techniquement très très impressionnant quand même, hein. Parce que les éclairages sont très très bons, il y a de l'illumination globale, et apparemment il y a du ray tracing un peu partout, j'ai l'impression. On peut écarter la Switch. C'est vraiment... je crois qu'on peut très largement écarter la Switch, là, pour le bête. Non, la densité de détails est dingue, hein. Le nombre de personnages qui bougent à l'écran, c'est dans certaines scènes, c'est absolument incroyable. Et ces personnages ont apparemment tous des cheveux dynamiques. C'est rare d'avoir des... Parce que c'est quand même... C'est coûteux, quoi, les cheveux dynamiques, hein. Donc voilà, la qualité... Ils ont peut-être aussi tous des dents, comme dans City Skyline 2. Peut-être, mais en tout cas, s'ils ouvrent la bouche, s'ils ouvrent la bouche, eux, c'est justifié. Mais bon, voilà, t'as la qualité des matières, des reflets, voilà, ça promet d'être une réussite technique et visuelle, apparemment. Et d'ailleurs, la bande-annonce, c'est pas en 4K, et elle est pas non plus en 60 images secondes. Et c'est normal, en fait, parce que le jeu est tellement détaillé et complexe que c'est pas crédible. C'est cohérent, hein, sur une PS5, on sera plus sur une résolution native en 1440p, 30 images secondes qu'autre chose, quoi, tu vois. Le contraire aurait été étonnant. Mais bon, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'avec le PlayStation 5 Pro... Comment il arrive à reboucler sur sa rumeur. Il est bon. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation complète de cet épisode. Vous avez une info qualifiée qui a été sourcée, parce que vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode, ou si vous n'arrivez pas à les lire sur techcafé.fr, il y a un article qui accompagne la parution de chacun des épisodes, où tous les liens sont accessibles. Je pense qu'on vous a fait passer, on l'espère en tout cas, un bon moment. Et puis de toute façon, nous, on a passé un excellent moment, Guillaume et moi, à parler de la semaine de la tech. Évidemment, si vous partagez cet avis et que vous voulez nous soutenir, patreon.com/techcafé pour envisager un soutien, ne serait-ce que quelques temps. Vous l'avez compris en intro, c'est hyper important pour nous. Laissez aussi votre avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict. On sera ravis de le lire dans un futur épisode. Rendez-vous également sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, où vous pouvez discuter entre vous et avec nous. En attendant, Guillaume, on va pouvoir nous retrouver. Si, on va pouvoir nous retrouver. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, moi, on va déjà me retrouver à me casser la tête pour essayer de trouver le temps et la machine pour faire tourner le Mixtral. Avec ses 87 gigaoctets de trucs. Faut que je décide lequel de mes PC je vais rendre intelligent. Voilà. Oui, ok. Je pense que je vais prendre mon PC préféré parce que les autres, je leur fais pas confiance.
Bah, t'as raison, quitte à avoir quelqu'un d'intelligent, autant avoir quelqu'un de fiable. C'est important. Je pensais qu'on t'aurait retrouvé sur les plages de Floride, entre la mamie au marteau, les alligators et les autres problèmes Chaque du chose en quotidien. son temps. Chaque chose en son temps. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours, dans tous les cas, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.